Donc, bonjour à toutes et à tous. Euh, donc aujourd'hui, on va avoir un webinaire sur la communication responsable. Alors, je vais partager mon écran. Hop. Donc, normalement, vous devez avoir euh, la présentation à votre écran. Donc, quelques informations pratiques. Ce webinaire est enregistré. Si jamais vous ne souhaitez pas apparaître sur l'enregistrement qui sera publié, faites-le nous savoir. Les slides pourront vous être envoyés à la fin si vous répondez à un questionnaire de satisfaction. Et enfin, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat ou à lever la main et à réagir à voilà, aux diverses questions qui pourront vous être posées durant le webinaire. Ce sera plus sympathique si c'est en interaction avec vous. Alors, un petit point sur le cadre de ce webinaire. Donc, il intervient dans le projet ANEAM, donc un projet européen du programme LIFE. Ce projet, pardon, je vais revenir juste. Il a pour objectif de renforcer l'efficacité énergétique au sein des industries agroalimentaires. Et là, c'est dans le cadre du programme d'accélération pour renforcer les connaissances des salariés de ce secteur. Un petit point sur nous, le CRIT Agroalimentaire Sud, qui intervenons dans l'ensemble de ces webinaires. Alors, je pense que la plupart des participants nous connaissent puisque vous avez déjà participé à d'autres webinaires, donc je vais aller très vite. Voilà, CRIT, centre technique qui intervient sur différents domaines d'intervention liés à l'agroalimentaire, conseil, action et information. Donc aujourd'hui, communication responsable, par où commencer pour avancer. Donc ce sera Estelle Marin, experte RSE, éco-conception et emballage du CRIT Agroalimentaire Sud, qui interviendra aujourd'hui. J'y reviendrai après, mais c'est un premier webinaire sur ce sujet. L'idée, c'est d'en avoir d'autres à la rentrée de septembre. Quelques mots sur le projet ANEAM. Donc, c'est un projet LIFE. Son objectif, c'est d'accélérer la transition des industries de l'agroalimentaire. Durée de 36 mois avec un budget d'1,58 million d'euros. Partenariat, donc c'est avec 4 pays, 8 partenaires. En France, on a donc le CRIT Agroalimentaire Sud et Innovalliance, le pôle de compétitivité. En Espagne, on a donc 2 acteurs aussi, un centre plutôt technique et la région, la Sovensa, de la province. En Italie aussi, un centre technique et une fédération. Et puis en Pologne, un centre technique et aussi une fédération. On a déjà réalisé 80 audits énergétiques dans les entreprises. Actuellement, on est au moment du programme d'accélération et ensuite, on va passer sur la mise en œuvre de certaines mesures. Et il y aura aussi d'autres webinaires à venir, donc vous serez informés de tout ça. Le but, voilà, je vais y revenir, vous les avez à l'écran, c'est des audits, c'est aussi monter en compétences des salariés et puis appuyer les entreprises pour le système de management de l'énergie. Hop, alors je vais passer le partage d'écran à Estelle pour la suite de la présentation, ce sera plus simple. Donc, je vous souhaite un bon webinaire. N'hésitez pas à interagir avec nous et je vous retrouve à la fin. À très bientôt. Merci Claire. Du coup, je prends le relais. Donc, moi, je suis Estelle, la collègue de Claire. Donc, je vais intervenir cet après-midi. Alors, je vous ai partagé, ça n'a pas dû marcher. Je recommence. Normalement, vous devriez voir mon écran. Est-ce que c'est bon? Je vais le mettre en plein écran, hein. On le Voilà, voit, c'est bon. c'est bon. Voilà, donc je vais aller tout de suite à la slide. Alors, avant peut-être de démarrer, si je peux me permettre, Claire, comme on n'est pas très nombreux, est-ce que ceux qui sont là peuvent se mettre en caméra, que je puisse vous voir, et puis juste se présenter très rapidement pour qu'on sache qui est qui, parce qu'on est vraiment très, très peu nombreux, donc on peut se permettre, je pense, de prendre 2 minutes. On peut? On peut, oui, oui, voilà, si les participants veulent bien se présenter à minima et puis mettre leur caméra s'ils ont la possibilité, au moins pour le début, après vous pourrez l'arrêter. Donc, on peut faire dans l'ordre. Alors, on a Aurore, a priori, qu'on ne voit pas, mais qui est là. Est-ce qu'Aurore, vous nous entendez? Oui, bonjour. Juste si vous pouvez vous présenter rapidement, dire qui vous êtes, quelle société, en 2 mots. Moi, je suis responsable qualité, sécurité, environnement.
Là, actuellement, je ne travaille pas, mais donc je m'intéressais en fait à tout ce qui concernait l'énergie pour compléter un peu mes connaissances sur l'environnement. Voilà. Super. D'accord. Merci. On a Ida qui peut prendre la suite. Oui, bonjour à tous. Alors, Ida Farti, moi je suis maître de conférence à l'Université du Mans en sciences de gestion et ancienne doctorante au sein du RMT Actia Transphobio. Donc, j'ai fait ma thèse sur les produits biotransformés. Et là, en fait, j'ai des enseignements pas mal tournés sur la communication. Donc, c'est pour ça que c'est des thématiques qui m'intéressent beaucoup. Voilà. Oui, et toute désolée, Ida, parce que d'un seul coup, je fais flash. Oui, effectivement, on s'est croisés déjà dans le cadre du projet Transphobio, enfin du RMT Oui. Transphobio. Bienvenue. Merci, Ida. Et Sandra? Oui, bonjour à tous. Donc, Sandra Adenet, donc je suis responsable d'une pépinière d'agrotransformation. On accueille des entreprises qui font de la production agroalimentaire et cosmétique Ok. en Martinique. Merci, Sandra. Donc, alors, tout de suite, je vous dis, si jamais il y avait la moindre problématique, comme on est ensemble un petit moment, de connexion, ne quittez pas le webinaire, vous restez. Claire devrait être là si jamais, moi je travaille de chez moi aujourd'hui, donc j'ai eu quelques petits soucis ce matin, donc si ça se déconnecte, normalement ça se déconnecte pas très longtemps et je devrais revenir. Donc si vous me voyez plus, vous m'entendez plus, n'ayez pas peur, vous restez et puis c'est moi qui reviendrai, ok? Voilà, donc juste pour vous dire 2 mots aussi sur qui je suis, donc je suis la collègue de Claire, je travaille effectivement sur les sujets de la responsabilité sociétale des entreprises. Et puis aussi un volet éco-conception des emballages. Donc voilà, c'est mes casquettes. Et je travaille aussi sur des projets européens comme Claire, sur divers sujets, plutôt autour de la responsabilité sociétale et d'autres, plus élargis. Voilà, donc j'interviens au même titre que Claire en formation, conseil auprès d'entreprises du secteur agroalimentaire, effectivement, alors de la région PACA et élargie. Donc, le sujet de la communication responsable, effectivement, on l'a déjà traité par le passé. Et puis, c'est surtout un sujet qui concerne beaucoup d'entreprises qui sont engagées dans des démarches de responsabilité sociétale. Donc, effectivement, aujourd'hui, on va élargir un peu le champ de l'énergie, même si le sujet ENEA est plutôt vraiment focalisé sur l'efficacité énergétique. Là, ça va être un peu plus large, avec un petit focus par moment sur le volet énergétique. Mais là, aujourd'hui, on va un peu plus ouvrir les horizons. Donc voilà, donc j'avais envie de vous demander en préambule avant de démarrer, voilà, pour vous, si on devait vous demander comment vous définiriez la communication responsable en un mot ou une phrase, comment est-ce que vous le définiriez? Donc, comme on n'est pas nombreux, je pense qu'on peut vous demander de prendre la parole ou de l'écrire dans le chat. Claire, comment tu veux, si tu veux compiler, je ne sais pas comment on peut faire. Les deux me vont, c'est comme vous préférez. Voilà. Voilà, je pense qu'on peut essayer oralement. Donc voilà, Ida, Aurore et Sandra, si vous avez une idée. Voilà, merci de nous en faire part. Comment vous le définiriez? Ben, bon, c'est pas une définition, mais si c'est des mots, par exemple, moi, c'est la raison qui me vient en tête, être raisonnable sur la quantité produite d'informations, sur le fond, la forme, les outils utilisés. Enfin, voilà. Ouais, moi, je Ok, dirais transparence. ouais. Et Aurore, est-ce qu'il y a des compléments à apporter? Je connais pas très bien la RSE justement, donc je pense Ah, que ça va bien m'aider. On en entend beaucoup parler dans les entreprises et partout, mais après, la mise en œuvre est pas toujours bien claire et bien connue et voilà. ok. Bon, ben, sans connaître, après, ben, vous allez voir, en fait, c'est un peu ce que vous avez dit, Ida et Sandra. Alors, on va pas parler de RSE aujourd'hui en particulier, on va y revenir dessus, et puis si on finit suffisamment tôt, mais on va essayer. N'hésitez pas, Aurore, si vous avez d'autres questions. Là, on va vraiment focaliser sur la communication responsable, mais c'est très lié effectivement à une démarche RSE, puisque dans les accompagnements que je peux faire, pour moi, c'est la dernière étape d'une démarche RSE. La communication pour qu'on puisse valoriser la démarche que l'entreprise peut avoir mise en place au préalable. Voilà, alors quelques éléments de contexte, alors que j'ai tiré, hein, je vous ai mis les sources à chaque fois.
d'un cours de communication responsable de l'ADEME, qui est assez récent, donc qui est très bien fait. Alors, j'ai fait quelques extractions, mais ce cours est assez riche. Donc, voilà, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller le voir. Il est téléchargeable sur Internet. Vous avez accès facilement. Donc, ça, c'est vraiment des éléments de contexte très général. Voilà, alors vous savez, je vous apprends rien, mais c'est bien de le reposer quand on est dans un mouvement de crise, on va dire, depuis quelques années. Voilà, avec des crises environnementales et des limites planétaires qui sont dépassées. Donc là, vous avez un petit graphique qui vous montre à peu près les 6 limites planétaires dépassées dans un rapport qui a été édité en 2023. Donc c'est assez intéressant de voir quelles limites on a dépassées. Alors c'est un peu à toutes les échelles. Focaliser plus sur les parties orangées, rouge-orangé, donc sur les pollutions, l'intégrité de la biosphère. Le changement climatique, évidemment, ça on en parle énormément. Donc voilà, on ne va pas faire un cours dessus, mais c'est important de l'avoir en tête. Et puis voilà, d'autres thématiques aussi, cycle de l'eau, changement d'usage des sols. Tout ça, ce sont des centres d'intérêt et des limites qu'on a dépassées. Ah, voilà mon collègue Yvan qui arrive. Voilà. Ensuite, là, une deuxième extraction que j'ai extraite de ce cours-là, qui vient de donner de l'ADEME, où vous voyez qu'en fait, 81% sur une enquête qui a été menée sur le changement climatique, vous voyez que 80% des répondants à cette enquête sont convaincus que le réchauffement climatique est la conséquence de l'activité humaine. Donc, moi, je pense que c'est plus trop à prouver. Ça me paraissait important de vous mettre cette slide pour qu'on ait en tête un peu quelques chiffres, avec 67 aussi % qui estiment que le réchauffement climatique ne pourra être contenu à un niveau acceptable. Donc, ça veut dire que voilà, on est vraiment dans des moments où il faut être dans l'action. Alors, on le sait, et d'autant plus aujourd'hui. Et voilà, donc il faut agir. Donc, ça, c'est vraiment des éléments de contexte importants. Ensuite, il y a surtout toujours sur la partie environnementale, on est aussi dans la crise de la biodiversité. On en parle un peu moins dans certains secteurs d'activité, mais c'est pas moins important. Donc, j'ai trouvé intéressant aussi de vous mettre cette slide. Alors, pour ceux qui connaissent pas, vous avez une petite définition rapide de la biodiversité, qui est la contraction de biologique et de diversité. Donc, elle représente la diversité des êtres vivants et des écosystèmes. Donc voilà, c'est tout ce qui représente la faune, la flore, les bactéries, les milieux, aussi les gènes et les variétés domestiques. Donc voilà, vous avez là aussi un chiffre qui émane d'études. Vous avez moins 70% de population des vertébrés entre 1970 et 2016, soit 100 à 1000 fois plus rapide que le rythme naturel. Donc ça veut dire effectivement qu'il y a encore une fois qu'il est temps d'agir et qu'il faut essayer de préserver toutes les ressources que nous avons. Bon, vous avez quelques autres chiffres à droite aussi que je ne vous décrirai pas forcément dans le détail, mais vous les aurez dans les slides. Il y a aussi d'autres crises que les crises environnementales et des crises des inégalités. Donc là aussi, voilà quelques chiffres qui sont assez parlants. Avec les 20 premiers milliardaires de notre planète qui émettent 8000 fois plus de carbone que le milliard d'humains le plus pauvre. Donc voilà, c'est assez parlant aussi. Vous avez le deuxième chiffre là aussi, qui parle bien. 5,6 millions de personnes meurent chaque année faute d'accès aux soins. Donc ça aussi, ça prouve vraiment des crises inégalitaires. Et 2,1 millions d'individus qui meurent de faim chaque année aussi, tout court, dans le monde. Et bien d'autres, voilà, qu'on pourrait citer. Voilà, c'est juste des petits exemples pour bien fixer les éléments de contexte. Ensuite, vous avez, voilà, alors après avoir dit qu'il y a toutes ces crises, alors c'est pas pour brosser un panorama très pessimiste, bien que ce soit réaliste, mais plutôt pour dire aussi que ce monde-là de crise est un monde qui se réinvente aussi, ou qu'on va devoir réinventer, voilà, avec des nouvelles formes d'économie. Donc ça aussi, je trouvais ça intéressant de vous le mettre dans l'élément de contexte. Donc on parle beaucoup d'économie circulaire aujourd'hui. Enfin, depuis quelques années, mais d'autant plus depuis quelques temps. Donc là, vous avez juste un petit schéma de c'est quoi l'économie circulaire. Ben, c'est passer d'une économie linéaire à une économie circulaire. Donc l'idée, c'est de dire on va essayer de réutiliser en fait
les intrants d'une matière première ou voilà, dans un cycle de fabrication d'un produit, par exemple, si on parle d'un produit alimentaire, on va essayer de rendre ce cercle vertueux et de réutiliser des déchets, par exemple, voilà, d'une entreprise pour les réutiliser, soit dans le même secteur d'activité, soit dans d'autres secteurs d'activité. Donc, c'est là qu'on parle d'économie circulaire. Donc ça, c'est une nouvelle forme d'économie qui alors qui n'est pas toute nouvelle, mais dont on parle de plus en plus depuis quelques temps. Ensuite, on parle d'économie collaborative aussi. Donc, ça vient toujours du cours communication responsable de l'ADEME. Donc, ce sont des données qui émanent de l'ADEME, ces données-là. Donc, l'économie collaborative, elle est basée sur le local. Voilà, donc là, vous avez la définition telle que définie dans le cours ADEME. Donc, elle intensifie l'usage d'un bien ou d'un service par son partage, son échange, sa vente ou sa location entre particuliers. Donc, on voit que ces modèles-là aussi ont émergé dans les dernières années et sont en train de se développer. Donc, c'est aussi important. Elle est portée par le développement des applications mobiles, effectivement, et la multiplication des lieux de réparation collective. Bon, vous avez tous des exemples, j'imagine, dans les secteurs où vous vivez de ce type d'économie, voilà, qui sont en train vraiment d'émerger de plus en plus. Après, on a d'autres formes d'économie que je vous ai mises ici parce qu'on en entend parler aussi. Je n'ai pas tout mis, mais voilà, j'ai extrait celles qui me paraissaient intéressantes. Donc, l'économie de la fonctionnalité, alors on en parlait pas mal à une certaine époque, on a un peu oublié. Et là, je vois que ça ressortit dans le rapport ADEME, donc voilà, ça me paraissait intéressant de vous en parler rapidement. Donc là, l'économie de la fonctionnalité, alors on parle aussi d'économie de la fonctionnalité de la coopération, qui est un modèle économique qui vise à concilier les intérêts économiques, sociaux et environnementaux. Donc là, on voit bien qu'on est sur les 3 piliers du développement durable, l'économique, le social et l'environnement. Donc là, ça n'oublie pas, on n'oublie pas les 3 piliers en mettant au centre de l'organisation les coopérations économiques. Donc là, vraiment, c'est vraiment le cœur de l'économie de la fonctionnalité. Alors, le fait est que nous, juste pour faire un petit aparté, on avait tenté de travailler sur ces économies-là il y a quelques années de ça avec des organisations et des entreprises pour sensibiliser sur qu'est-ce que c'est, comment le définir, est-ce qu'on arrive à mettre en place une économie de fonctionnalité. C'était assez compliqué pour nos entreprises d'appréhender ce sujet-là parce que ça restait très conceptuel. Même si on avait quelques entreprises qui s'étaient lancées et qui avaient été accompagnées par des cabinets spécialisés dans ce type on va dire, d'accompagnement, de formation, voilà, pour retravailler l'économie de leur modèle économique et qui ont été des succès. Mais voilà, c'est un sujet qui n'est pas si facile à appréhender par nos entreprises. Alors là, il y a un exemple ici que l'ADEME a pris, c'est Michelin qui développe une offre de mobilité. Bocage qui propose un abonnement et un service de conseil en style. Voilà, vous avez d'autres types d'exemples que vous pouvez trouver voilà, dans la littérature ou sur Internet qui vont vous permettre d'appréhender mieux cette économie-là. Ensuite, on a l'économie sociale et solidaire aussi. Pareil, alors c'est pas trop développé, en tout cas dans l'agroalimentaire qu'on connaît bien, nous, sur la région sud en tout cas. Mais on voit que c'est un sujet d'intérêt aussi qui est un petit peu plus important depuis quelques temps. Donc là, c'est une économie qui désigne un ensemble d'entreprises organisées sous forme de coopératives, mutuelles, associations ou fondations, dont le fonctionnement interne et les activités sont fondées sur un principe de solidarité et d'utilité sociale. Voilà, donc en fait, effectivement, là aussi, on voit, alors là, il y a quelques chiffres. En 2019, l'économie sociale et solidaire représente 2,4 millions de salariés, soit 14% de l'emploi salarié privé. Donc voilà, c'est commence à émerger. Et alors que, voilà, elles ont créé 71 000 entre 2010 et 2018. Donc on voit que c'est en croissance, en tout cas. Mais encore une fois, voilà, faut aider les entreprises à savoir quel modèle est le plus adapté finalement à leur structure. Et puis d'autres formes des nouvelles formes aussi de citoyenneté, etc., qui sont données dans le cours. Voilà, en fait, tout ça pour dire que quelque part, on voit bien de ce contexte-là, de ce que je vous ai dit, qu'il y a de fortes attentes des consommateurs aussi envers les marques et les entreprises. On sent bien, alors consommateurs, toutes catégories confondues,
Et peut-être, alors j'ai pas d'études à la clé pour vous le prouver, mais peut-être effectivement les nouvelles générations qui sont encore plus demandeuses d'avoir des entreprises, en tout cas pas forcément des marques, mais des entreprises qui sont engagées et qui donnent du sens en fait aux activités qu'elles proposent. Donc il y a des prises de conscience qui sont en train de se faire, hein, qui sont déjà existantes depuis quelque temps, mais qu'on voit émerger de plus en plus, du mieux consommer ou du consommer moins. Donc ça, c'est plutôt positif. Et puis, avec un monde à réinventer, donc ça, c'est ce qu'on vient de dire, effectivement. Alors là, je vous ai extrait quelques chiffres aussi, les petites photos là, avec ce que vous voyez écrit dessous. J'espère que vous le voyez bien. Peut-être un peu flou pour vous, mais vous l'aurez dans les slides encore une fois. Issu du baromètre Greenflex ADEME de la consommation responsable de 2024, si je ne me suis pas trompée. Voilà, vous voyez effectivement qu'il y a eu vraiment trois axes qui sont ressortis de ce baromètre-là qui me semble-t-il, est réalisé chaque année, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, le plus récent, voilà, fait émerger ces trois axes. Où vous voyez en axe numéro 1, un noyau d'engagés en faveur de la consommation responsable qui se renforce, mais une société qui se polarise. Donc, à l'heure où l'urgence environnementale ne fait plus débat, ça c'est ce qu'on vient de voir. Comment accompagner tous les citoyens à adopter des modes de vie plus responsables? On va voir, la communication responsable est une des voies, mais pas que. Le deuxième axe qui est ressorti de ce baromètre, c'est, voilà, vous le voyez, donc ce sont des prises de parole de marques encore perçues comme des indications de la surconsommation de produits peu durables. Vous verrez, je vous donnerai quelques exemples derrière aussi, pour que ce soit plus concret. Donc, comment redéfinir le modèle et le rôle des entreprises, c'est vraiment le cœur de notre sujet d'aujourd'hui, mais plus largement aussi de la philosophie qu'on doit avoir aujourd'hui, en considérant davantage leurs parties prenantes pour réduire concrètement leurs impacts. Alors, on verra après si ce n'est pas clair pour vous, parties prenantes, n'hésitez pas à me demander ce que c'est. Et puis après, le troisième axe qui est ressorti de ce baromètre, vous voyez, donc une société qui doit faire face à de nombreuses crises, bon, on l'a vu, climatiques, économiques, politiques aussi, on n'en a pas parlé, mais évidemment, ça va de soi, avec des citoyens peu optimistes quant à l'amélioration de leur pouvoir de vivre. Donc, quel monde voulons-nous pour demain? Ça, c'est une question, effectivement, je pense qu'on doit tous se poser aujourd'hui pour appréhender, savoir comment le rendre désirable et comment aider chacun à se projeter positivement dans ce monde-là. Alors, comment le rendre désirable? La communication responsable, encore une fois, va aider à répondre à cette question-là. Alors là, je vous ai remis quelques slides avec un cadre réglementaire pour rappel. Donc, je vous le laisserai le regarder. Je vous ai remis les liens. Alors ça, je l'ai extrait d'une formation qu'on avait réalisée en 2021. Donc, c'est peut-être pas totalement à jour. Je pense que oui, mais voilà, il y a peut-être quelques actualisations à prévoir. En tout cas, ça donne un cadre des dernières réglementations qui étaient tombées. Donc, avec les points clés, ça va être la loi sur les nouvelles régulations économiques, la fameuse NRE. Donc là, je vous ai mis, vous avez le lien ici, vous pouvez aller le voir. Là, c'est sur effectivement les entreprises françaises cotées en bourse qui sont obligées de faire un reporting extra-financier. Alors maintenant, on parle plutôt de la CSRD, mais voilà, qui est complexe à appréhender. Et donc là, je ne vous ai pas mis effectivement la CSRD parce que ce n'était pas trop l'objet aussi de ce webinaire pour moi. Mais voilà, sachez que c'est dans les tuyaux aussi. La loi engagement national pour l'environnement, dite Grenelle 2, qui avait émergé en 2010, pareil sur l'obligation de présenter un bilan social et environnemental avec bilan gaz à effet de serre aussi. Donc, on sent bien qu'il y a des obligations, alors qui sont peut-être en train de bouger avec là tout ce qui se passe au niveau gouvernemental en ce moment. Mais en tout cas, ça c'est le constat qu'on avait fait en 2021 des cadres réglementaires. D'un certain cadre réglementaire en tout cas. Un décret relatif aux obligations de transparence, donc ce qu'on dit, vous disiez Sandra, des entreprises en matière sociale et environnementale. Donc voilà, celui-ci, je vous l'ai mis aussi. Et puis la loi pour la transition énergétique d'août 2015, voilà, sur les thématiques, qui inclut les thématiques de l'économie circulaire qu'on vient de voir très rapidement, et un rapport sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc on voit bien quand même que dans les dernières années, on va dire, dans les dernières décennies,
Il y a des choses qui ont émergé, alors il y en a bien d'autres, hein, voilà, nous on avait extrait celle-ci, mais il y en a encore quelques-unes. Où on avait inclus dans cette formation-là qu'on avait réalisée aussi en binôme avec une collègue, quelques règles qui régissent la publicité. Puisqu'on parle de communication responsable aussi, on avait mis ça comme information. Donc là, je ne vous les liste pas, hein, ce sont des articles, alors je ne vous ai pas mis les liens, désolé, mais vous pourrez aller les chercher. Donc voilà, là c'est pour dire aussi qu'on ne peut pas forcément faire tout ce qu'on veut dans la publicité, donc il y a quand même quelques règles alors, qui sont peut-être à mettre à jour, mais voilà, dans l'ensemble, vous avez les principales qui sont listées ici, sur les codes de la consommation et sur les messages publicitaires qu'on peut apposer. Voilà, donc ça c'était pour les éléments de contexte. Donc je passe maintenant plutôt à la définition et comment est-ce qu'on va valoriser, comment est-ce qu'on va mettre en pratique une communication responsable en tout cas. Donc alors, définition plus ou moins, hein, donc ça aussi, ça vient du guide ADEME de la communication responsable que je vous ai mis un petit peu plus bas, donc vous le trouverez. Donc la communication responsable dans ce guide a été définie comme correspondant non seulement à la communication qui porte sur des questions de responsabilité d'entreprise, mais intègre aussi la responsabilité des actions de communication. Alors bon, là, on verra après concrètement comment on peut y répondre. C'est une communication plus sensible aux enjeux écologiques, non seulement, mais ensuite davantage aussi à l'écoute du vivant, et une communication qui s'interroge sur le fond et la forme, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, hein, je crois que c'est Ida qui disait ça, des messages, c'est important effectivement, une communication qui intègre également la notion d'urgence. Ce n'est pas un objet ni une fin en soi, c'est un processus systémique, et elle ne sera véritablement efficace que si elle s'intègre en amont et pose dès le début la question et la pertinence de l'action. Donc ensuite, on va voir comment concrètement ça se met en place. Alors là aussi, je reviens sur le cours communication responsable, enfin sur des extraits du cours communication responsable, qui me paraissait intéressant de vous partager aujourd'hui. Donc la communication responsable, donc est responsable une communication plutôt qui s'appuie sur des réalités tangibles. Donc effectivement, on va devoir prouver ce qu'on dit régulièrement, et soucieuse des impacts environnementaux et sociétaux de ces messages. Donc, alors même si effectivement aujourd'hui, aujourd'hui dans le cadre du projet AENEAM, on est plutôt focus sur les impacts environnementaux, la communication responsable intègre aussi tous les aspects sociétaux des messages. Donc c'est important effectivement ces deux piliers-là, environnementaux et sociétaux, on y reviendra. Qui s'efforce aussi de garantir l'écoute et le respect des parties prenantes. Donc, les parties prenantes, c'est très large, donc voilà, tout en visant à atteindre ces objectifs avec efficacité. Donc ça va du consommateur jusqu'à tout. En fait, finalement, le respect des parties prenantes, c'est un peu tous les acteurs qui gravitent autour d'une entreprise. Donc voilà, c'est toute la chaîne de valeur de l'entreprise en question qui va communiquer. Propose des engagements réels et utiles. Alors, réels et utiles, c'est important, on y reviendra aussi juste après, en cohérence avec ses valeurs et son business. Donc, je vous donnerai quelques exemples pour comprendre un petit peu plus ce qu'il y a derrière ces données-là, ces termes-là en tout cas. Vous n'hésitez pas à me poser des questions peut-être au fil de l'eau si vous souhaitez. Alors, sur les éléments tangibles, voilà, en fait, on parle d'informations claires et vérifiées. Donc, alors là aussi, donc, qui sont concrètes. Donc, le but est de ne pas induire en erreur sur la réalité des actions qu'on va annoncer. Donc, ça paraît être évident, mais c'est pas si évident. Qui sont significatives aussi, donc elles doivent avoir un réel impact et ne pas être symboliques. Qui sont démontrables. Donc, l'annonceur doit pouvoir démontrer objectivement et factuellement ses résultats ou allégations. On inclut les allégations aussi. Donc, toujours sur la notion de preuve. Quand on annonce quelque chose, effectivement, il faut pouvoir le prouver derrière. Et elles doivent être aussi proportionnées. Donc, le message doit exprimer avec justesse l'action ou les priorités de son produit et ne pas surpromettre. On verra ensuite dans les exemples un petit peu voilà, ce qui est bien, ce qui est possible de faire et ce qui ne rentre pas effectivement dans de la communication responsable. Voilà, justement, on a un exemple. Donc là, vous avez exemple de biscuits et de lait de noisette de la marque qui est là. Donc là, ce message s'appuie-t-il sur la réalité du produit
Alors non pour le premier, parce que le message est disproportionné vis-à-vis de l'impact du produit. Alors pourquoi? Parce que le message est trop raccourci. Donc boire du lait d'amande, alors oui, c'est celui d'en haut, effectivement, c'est pas du biscuit, c'est du lait, pardon, amande et noisettes. Boire du lait d'amande n'a aucune aide directe pour la planète, alors qu'ils annoncent effectivement sur le pack aider la planète. C'est pas la mer à boire, juste du lait d'amande. Donc effectivement, voilà, là on est plutôt dans on n'est pas vraiment dans la réalité, quoi. Et on a beaucoup d'entreprises aussi qui souhaitent apposer ce type euh, d'allégations, on va dire, puisque je crois qu'on est vraiment dans les allégations là, et qui souhaitent vraiment communiquer là-dessus. Et quand on leur explique que voilà, c'est pas forcément, faut pas dire que les produits qu'ils produisent sont bons pour la planète, c'est compliqué, il faut pouvoir le prouver. Et c'est assez frustrant, mais c'est une réalité. Donc voilà, là on est vraiment dans ce cas-là du lait d'amande. Et puis en dessous, vous avez le lait de noisette aussi, où en fait, là, on est plutôt, oui, on est sur de la réalité annoncée en tout cas. Voilà, donc ici, il n'y a pas de problématique particulière. Alors sur le risque est de relativiser l'impact du lait d'amande, on est toujours sur le lait d'amande. Passer du lait de vache au lait d'amande a sans doute un effet positif. Voilà, ça, c'est sur notre champ. Mais cela ne permet pas au lait d'amande en absolu d'avoir un effet positif sur la planète, effectivement. Voilà, ça reste à prouver, quoi. Et a priori, je ne pense pas qu'ils arriveront à le prouver. Voilà, et sur l'exemple du bas, bon, a priori, il n'y a pas de souci puisque il ne donne pas d'indication comme sur le lait d'amande voilà, ça va, c'est meilleur de boire du lait de noisette pour la planète. Ici, je ne sais pas si vous voyez, mais ils ont juste écrit, bon, alors 100% végétal, ça peut-être se discute, mais passer de me à me. Bon, là, il n'y a rien de problématique. Et là, il est marqué, si vous ne voyez pas bien, nos produits sont délicieux, bons pour vous et végétaux, dans cet ordre-là. Et effectivement, là, il n'y a aucune contre-indication à écrire ce type d'indication. Voilà. Donc là, vous avez aussi le lien, je ne sais pas s'il fonctionne. Non. Alors, mais vous pouvez le retrouver aussi sur les exemples qu'on a donnés ici. Alors, sur les éléments qui concernent l'impact environnemental, donc là, on avait la notion de désirable qui était ressortie, donc avec des modèles qu'on veut être respectueux de l'environnement. Donc là, on va parler de tout ce qui est économie circulaire, éco-conception, économie de la fonctionnalité, lutte contre l'obsolescence. Là, ce sont des notions qui ressortent. Ne pas inciter à la surconsommation, donc ça, c'est important aussi. Prôner des comportements respectueux de l'environnement. Bon, ça paraît évident aussi, mais c'est pas si évident à écrire aussi et à mettre en avant. Et ne pas minimiser les impacts environnementaux d'un produit aussi. C'est là que c'est souvent très délicat dans ces sujets-là. Donc là aussi, je vous ai pris 2 exemples. J'essaye à chaque fois de me reprendre un exemple et un contre-exemple. Donc là, voilà, ce message est-il soucieux des impacts environnementaux des produits dont il fait la promotion? Donc là, on est sur les produits La Poste, qui dit en matière de carbone, ne restons pas neutres, réduisons, effectivement. Nous nous engageons pour une livraison plus propre dans les 22 métropoles françaises d'ici 2025. Bon, là, la suite, c'est pas le plus important, c'est surtout là-dessus. Par cette publicité, La Poste met l'accent sur la réduction plutôt que sur la neutralité carbone, ainsi que sur l'amélioration dans sa livraison sans surpromesse. Donc là, on est plutôt dans le oui à la réponse à la question. Oui, effectivement, on est soucieux des impacts environnementaux dont on fait la promotion et a priori pas d'éléments trompeurs ni pas suffisamment précis dans cette publicité-là. Donc là, on est plutôt sur le oui. Et si on va chercher un élément d'exemple sur le non, bah alors là, vous avez une publicité du Bon Coin. Alors, je ne sais pas de quand ça date exactement, la publicité. Hein. Voilà, là, l'idée, c'est de dire à Noël, offrez plus que prévu, avec 25 millions d'idées cadeaux, tout Noël est sur le Bon Coin. Donc là, le Bon Coin, site de seconde main, vend de fait des produits à empreinte carbone plus faible que des produits neufs. Alors, il n'y a pas tout le déroulé, mais a priori, effectivement, ce qui était ressorti, c'est que dans cette publicité, le site continue d'encourager la surconsommation, effectivement, même si elle est de seconde main. Donc voilà, alors on pourrait dire seconde main, c'est bien, effectivement, mais si ça incite à la surconsommation, on n'est pas forcément voilà, donc, dans le message responsable tel que décrit, en tout cas
dans ce cours. Donc, c'est là qu'il peut y avoir des subtilités et qu'il peut y avoir aussi des moments où on ne sait pas trop dans quel cas on se situe. Donc là, la réponse est plutôt non. En tout cas, je suis sur cette publicité-là. Alors, dans ce cours aussi, ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont été mis en avant 2 petits outils. Alors, je vous en ai mis qu'un seul, qui me parlait un peu plus et qui était peut-être plus facile à vous présenter aujourd'hui, sur les stéréotypes à questionner dans ces représentations, voilà, qui représentent des modes de vie de la transition écologique. Donc là, vous avez 10 qui sont cités. Voilà, donc sur le carnivore compulsif, si présente d'alimentation, celle-ci est-elle un plat carné? Les modes de transport représentés sont-ils particulièrement polluants si on parle de mobilité fossile? Les véhicules sont-ils placés dans un contexte idéalisé? Donc voilà, ça c'est un petit outil. Alors je ne vous lis pas les 10, mais voilà, c'est un petit outil avec des questions, des stéréotypes en tout cas à questionner dans ces représentations. Où il faut se poser la question effectivement de est-ce qu'on peut prôner ou pas ces informations-là sur notre divers supports de communication, et on verra après quels sont ceux qu'on peut préconiser. En ce qui concerne les éléments qui proposent un engagement réel et utile, on a vu qu'il y avait cette notion importante de réel et utile. Donc là, je vous ai mis effectivement, ici, c'était plutôt ici que ça me paraissait important de vous montrer à quel moment on est dans le réel et utile, et que ce soit en cohérence avec les valeurs et le business de la structure qui porte l'annonce, en tout cas. Voilà, donc là, pareil, ça émane du cours avec des études qui ont été faites dans le passé, où 60% des Français estiment que trop de marques utilisent désormais des enjeux de société comme levier marketing pour vendre leurs produits. Donc là, en effet, on peut être dans le good washing, l'importance de la légitimité. Donc, comment une marque peut-elle savoir si elle est légitime à s'exprimer sur certains sujets? C'est vrai que c'est important de se poser la question. Si elle ne dispose pas de toutes les preuves sur un sujet qu'elle souhaite aborder, elle ne doit pas l'aborder. Voilà, ça paraît évident, mais alors encore faut-il déterminer toutes les preuves et pouvoir les rassembler. Le storytelling, c'est important, on en voit de plus en plus, mais raconter une histoire ne veut pas dire manipuler le public ou lui raconter des histoires. Alors, ça aussi, elles sont vraies, en tout cas, et qu'on peut les prouver, encore une fois. Si une marque s'engage à faire quelque chose, elle doit tenir son engagement. Des promesses non tenues ne lui seront jamais bénéfiques, évidemment. Donc voilà, après, on verra la notion, là, on aborde doucement la notion de greenwashing, qu'on verra tout à l'heure. Vous aurez peut-être des exemples aussi que vous avez en tête, que vous pourrez partager aussi. Alors là, exemple de Candia, donc ce film-là, que je ne connais pas personnellement, mais a priori, voilà, ça a été repris dans le cours communication responsable de l'ADEME. Donc là, l'exemple, c'est le message de cette campagne. Propose-t-il un engagement réel et utile, encore une fois? Donc, c'est Candia, effectivement, qui a mis en avant son business model et montre à travers cette campagne l'engagement de longue date de la marque. Donc, depuis 1971, Candia appartient à des éleveurs passionnés qui continueront de s'engager pour les années à venir pour un lait de qualité 100% français et solidaire. Donc là, alors, c'est vrai que j'aurais pu vous mettre le lien vers la vidéo. Si ça vous intéresse, on pourra le partager aussi. Donc là, la réponse est oui. La campagne propose un engagement réel et utile, puisqu'a priori, voilà toutes les informations. Alors, faut-il décortiquer la vidéo, mais a priori, toutes les informations semblent répondre à ces 2 notions importantes. Donc ça, c'est un exemple. Et alors, un exemple où vous allez avoir une réponse négative à cette question du réel, de l'engagement réel et utile, ça va être cet exemple-là de Volvic. Alors là, l'analyse de l'ADEME était éditée là, donc conformément à la loi climat et résilience, depuis le 1er janvier 2023, il est interdit d'affirmer dans une publicité qu'un produit ou un service est neutre en carbone. Voilà. À moins que l'annonceur rende aisément possible au public un bilan d'émissions de gaz à effet de serre, évidemment,
intégrant les émissions directes et indirectes. Donc là, effectivement, ça passe par le bilan carbone, donc voilà, qu'il faut pouvoir prouver, justifier. Une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre et les modalités de compensation des émissions de gaz à effet de serre résiduelles. Donc, ce qui n'est pas évident en soi. Donc là, a priori, Volvic avait dit sur cette publicité qu'il est certifié neutre en carbone, avec un petit logo. Bon, alors a priori, je ne sais pas si Claire, toi, tu as des éléments sur cet exemple en particulier, mais a priori, là, il ne serait pas vraiment dans l'engagement réel et utile. Dans son avis de mai 2022, l'ADEME recommande de plus aux organisations de ne pas utiliser ce terme. Voilà, ça date d'il y a 3 ans, alors je ne sais pas si ça a changé, mais je ne pense pas, considérant que ces arguments peuvent tromper le public, freiner les changements de comportement et provoquer des effets rebonds négatifs. Claire, oui, tu veux Oui, rebondir? juste pour rebondir sur cette notion de neutralité carbone et de neutre en carbone d'un produit. Donc, en effet, la loi climat résilience indique un certain nombre d'éléments devant être faits par l'entreprise pour pouvoir communiquer. Donc, ça, réglementairement parlant, une entreprise pourrait le faire si elle coche bien toutes ces modalités. Après, l'ADEME a publié un avis qui recommande de ne pas communiquer sur la neutralité carbone d'un produit, puisque c'est une notion qui va plutôt s'appliquer à l'échelle d'un territoire. On parle par exemple de la neutralité carbone au niveau de la France, au niveau de l'Europe. Mais par contre, l'avis de l'ADEME, c'est plutôt de dire que même s'il y a des mesures de compensation, de diminution, etc., des émissions de gaz à effet de serre pour, par exemple, cette bouteille d'eau Volvic, malgré tout, la génération de cette bouteille, elle émet des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, c'est un peu tromper le public que de dire que c'est neutre en carbone, parce que pour un public non averti, ça va être un peu comme s'il n'y avait aucun impact généré par cette bouteille. Donc, comme si c'était totalement inoffensif pour la planète. Alors que si tout le monde se met à acheter de plus en plus de bouteilles Volvic en disant, voilà, elle n'a pas d'impact sur l'environnement, malgré tout, on a un impact lié à la génération de ces émissions lors de la création de la bouteille. Donc, c'est pour ça que il y avait eu aussi les tomates Azur, la marque marocaine, qui communiquait vachement sur la neutralité carbone de ses produits. Elle aussi, elle a fait un petit pas en arrière en arrêtant suite justement à l'avis de l'ADEME. Alors, elle communique encore largement sur ça, mais elle a arrêté de parler de neutralité carbone parce que justement, c'était quand même un peu trompeur aux yeux de l'ADEME et donc potentiellement après des reprises d'ONG, d'associations de consommateurs, etc. Voilà Donc, pour la parenthèse. tu confirmes que c'est toujours d'actualité, effectivement, le Tout fait à de ne fait. pas Ouais, communiquer. encore plus. Enfin, c'est confirmé. Et alors, d'autant que là, il y a aussi la notion de certifier neutre en carbone. Alors, je ne sais pas. Ouais, là, ça va être lié au petit logo Ouais. en dessous, donc Carbon Ouais. Trust, qui est une organisation anglaise de mémoire qui permet de certifier justement des produits en disant, ben voilà, ce produit va être neutre en carbone. Pourquoi? Parce que les émissions associées au produit vont être diminuées au maximum, par exemple, et compensées pour les émissions résiduelles. Donc ça, c'est un organisme indépendant qui fait payer aussi son certificat. Mais ce n'est pas pour autant que vous êtes certifié et que vous pouvez communiquer parce que ça reste une communication auprès des consommateurs grand public. Et donc, en fait, pour un produit, ce n'est pas recommandé de communiquer quand bien même vous serez certifié par cette organisation. Ok, ouais, merci beaucoup pour l'éclairage. Alors, c'est vrai que je n'ai pas mis non plus dans cette présentation, mais je peux vous partager sur la partie emballage, par exemple. C'est un peu la même façon de raisonner, où, alors là, c'est le Conseil national de l'emballage, mais ici Théo aussi notamment, qui recommande de ne pas écrire sur des bouteilles 100% recyclables, par exemple, parce qu'ils estiment que c'est un peu trompeur. Recyclable, oui. À tel pourcentage, oui. 100% recyclable, ils estiment que c'est trompeur parce que c'est pas forcément exactement le cas en réalité dans le traitement ensuite en fin de vie de certains emballages. Donc, ils recommandent de ne pas écrire 100% recyclable, même si on en le voit beaucoup, enfin beaucoup, on le voit quelquefois sur certains packaging. Donc, c'est un peu la même façon, effectivement, de raisonner. Voilà, alors en bref, sur cette partie un peu définition, le rôle de la communication responsable, on va reprendre certains termes et puis d'autres voilà, qui émergent de l'extrait de la norme ISO 26000, qui est la norme de référence en matière de responsabilité sociétale des entreprises, de RSE.
Donc, ça va être sensibiliser tant au sein de l'organisation qu'à l'extérieur. Donc, en ce qui concerne la démarche RSE mise en place. Donc, voilà. Respecter les principes de la RSE. Alors, il y en a un certain nombre que vous pouvez trouver dans la norme ISO 26000. Je ne les ai pas remis ici. Aider à établir le dialogue et dialoguer avec les parties prenantes. Ça aussi, c'est important, effectivement. Traiter les exigences juridiques et autres relatives à la diffusion des informations liées à la RSE. Montrer comment l'organisation respecte ses engagements en matière de RSE aussi, répond aux intérêts des parties prenantes et aux attentes de la société en général. Donc, c'est quand même assez important, hein, tous ces points. Fournir des informations concernant les impacts des activités, produits et services de l'organisation. Alors, lorsqu'on les a, on ne les a pas toujours. Impact des activités, mais c'est impact globaux, donc oui, ça peut être sur les impacts environnementaux, passer par un bilan carbone, une analyse du cycle de vie d'un produit, par exemple, mais voilà, il y en a beaucoup d'autres. Aider à dialoguer avec les employés et les motiver à soutenir les activités. Faciliter la comparaison avec les organisations pairs et améliorer la réputation de l'organisation et renforcer la confiance des parties prenantes. Alors, on est toujours dans ces notions, effectivement, un peu de réel, de transparence et de preuve de ce qu'on avance. Voilà. Alors, comment mettre en place une communication responsable une fois qu'on a vu cette partie un peu définition, après avoir vu le contexte global, on va rentrer un peu plus dans comment est-ce qu'on s'y prend pour mettre en place une démarche. Donc là, c'est définir des engagements clairs et mesurables pour chaque enjeu. Revenir aux fondamentaux de la RSE, parler de la manière dont elle est intégrée dans son cœur d'activité. Donc là, ça passe souvent par la mise en place d'une politique RSE en réfléchissant sur la stratégie, les objectifs, les engagements que la société a dans à court, moyen et long terme, si elle arrive à se projeter dans le long terme, mais à minima à moyen terme. Ne pas se contenter de communiquer sur la façon de limiter les impacts négatifs, mais sur la manière d'avoir une contribution positive dans la société. Alors, ça, c'est pas très évident à faire concrètement. Être factuel sur les actions menées ou en cours. Donc là, la notion de factuel, elle est importante aussi. Donc, on verra après, j'ai mis une ou deux slides, je crois, sur les indicateurs qu'on peut mettre en place. Mais voilà, la liste, elle ne sera pas exhaustive, hein, mais ça vous donnera déjà un ordre d'idée. Mettre en avant les labels et certifications pertinents. Une entreprise est souvent dans une démarche structurée, avec ou sans label ou certification, mais si elle en a, effectivement, c'est bien de le communiquer aussi. Définir une stratégie de communication. Donc, effectivement, après, on verra comment est-ce qu'on peut faire pour la définir. Alors, les grandes étapes d'une communication responsable. Alors, bon, voilà, nous, on en avait identifié 6. Donc, se fixer des objectifs SMART. On va voir après. Je ne sais pas si vous connaissez cette notion, mais je vais vous la décrire un petit peu plus dans la slide d'après. Définir le portrait de la clientèle cible. Donc, on parle du persona. Donc, ça aussi, je vais vous expliquer de quoi on parle, ce que c'est. Définir les lignes directrices de la responsabilité qui, en termes de communication, lie le siège avec ses établissements et filiales en France et à l'étranger, ou l'entreprise toute seule, s'il n'y a pas plusieurs sites. Définir les canaux et médias de communication. Donc ça, on va en parler aussi. Formaliser sa stratégie et puis construire un plan de communication. Donc, on verra un exemple de tableau qu'on peut suivre, mais voilà, c'est juste à titre informatif. Ça peut être complètement évolutif quand une entreprise n'en a pas déjà. Si je reviens juste sur la pointe 3, avec la notion de lier le siège avec ses établissements, voilà, à titre d'information, je vous partage donc cette formation là qu'on avait réalisée en 2021. On l'avait faite pour une entreprise spécialement qui s'était lancée dans une démarche de RSE et qui souhaitait valoriser finalement ses pratiques. Donc, ce qu'on avait fait, c'est que cette entreprise appartenait à un groupe qui avait plusieurs sites en France. Donc, nous, on a dit, si on fait la formation communication responsable, ça n'a pas de sens de la faire qu'à l'échelle du site qui s'était engagé dans la démarche structurée, mais à l'échelle du groupe. Donc, on avait fait venir à minima le service communication du groupe de cette entreprise
pour échanger avec eux sur la stratégie en termes de RSE, puisque là, on est plus large, pour ensuite pouvoir définir un plan de communication responsable. Et donc, en fait, c'est important cette notion-là parce qu'on s'est aperçu dans la journée demi de formation qu'on avait réalisée avec eux que finalement, à l'échelle du groupe, il n'y avait pas forcément, à cette époque-là en tout cas, de stratégie RSE à proprement dite. Et que le service communication nous a dit, en fait, comme on n'a pas défini aujourd'hui à l'échelle du groupe une stratégie véritablement de RSE, nous, ce qu'on pense qu'il serait pertinent de faire, c'est de partir de cette entreprise qui est un peu pilote, puisqu'elle a décidé de se structurer et de mettre en avant ses actions, ses initiatives responsables, de les communiquer déjà au sein du groupe pour pouvoir prouver que voilà, on a mis en place des actions qui peuvent ensuite répondre à des objectifs et avoir des indicateurs valorisables en interne comme en externe, ce qui nous sera plus facile pour inciter finalement le siège, le groupe, le comité de direction du groupe à aller dans cette démarche-là. Voilà, sans qu'ils y soient contraints par les réglementations ou des lois diverses et variées. Donc voilà, c'est pour ça que je fais le lien pour vous partager ça, parce que en fait, l'entreprise qui s'était engagée s'était sentie un petit peu seule à ce moment-là. Et en partageant avec son service communication, l'aspect positif, c'était que le service communication ne savait pas tout ce que faisait ce site-là. Et disait, bah oui, en fait, il faut qu'on communique davantage entre nous pour pouvoir mettre en avant ces actions déjà à l'échelle du groupe, en interne, pour voir comment est-ce qu'on peut se saisir de ce sujet à l'échelle d'une stratégie RSE groupe. Donc, c'est important. Donc là, je passe à la première étape. Donc, on a parlé des objectifs SMART. Donc là, vous avez la définition. Donc, S de SMART pour spécifique. Donc là, idéalement, l'entreprise doit avoir des objectifs clairs, précis et simples. Donc ça, c'est toujours un exercice qui n'est pas toujours évident. La notion de clair, précis et simple, en tout cas, on peut toujours débattre longuement sur ces mots-là. Mais en tout cas, voilà, ça fait partie de la méthode SMART. Le M comme mesurable. Donc là, on va chercher des objectifs qui soient quantifiables, qui soient contrôlables et mesurables. Alors c'est pour ça qu'après, on va parler d'indicateurs aussi. Donc on va essayer de relier des objectifs, à chaque objectif des indicateurs qui peuvent être mesurés derrière. Le A comme atteignable, donc ça c'est important aussi. L'objectif qui doit être atteint, mais qui ne doit pas être trop ambitieux. Alors, par retour d'expérience d'entreprise que j'accompagne aussi sur ces démarches RSE depuis longtemps, quand l'entreprise souhaite se structurer, qu'elle est à ce stade-là de définition d'objectifs, elle demande souvent, voilà, est-ce qu'on doit se mettre des objectifs très ambitieux ou plutôt moins ambitieux. Bon, alors ça, c'est très dépendant de justement l'engagement que se donne la direction, en tout cas, et du développement de l'activité qu'elle y voit à moyen terme. Mais là, l'idée, c'est de dire, ne vous mettez pas effectivement, enfin, c'est mon conseil à chaque fois, des objectifs trop ambitieux que vous risquez de ne pas atteindre parce que ça risque de vous démotiver. Et derrière, ça sera difficile forcément d'aller sur la communication responsable, en tout cas sans aller jusque-là, mais déjà de faire vivre la démarche en interne. Voilà, il vaut mieux se fixer effectivement des objectifs qui soient plutôt à petits pas et atteignables. Le R comme réalisable aussi, c'est important. Donc, objectif à réaliser et motivant, voilà, c'est lié à ce que je viens de vous expliquer. Donc, voilà, si on se donne des objectifs trop ambitieux qu'on n'arrive pas à atteindre, voilà, ça risque d'être plus contre-productif qu'autre chose. Mais encore une fois, tout dépend de l'engagement de la direction et de sa direction à moyen terme. Et T comme temporel, donc objectif limité dans le temps. Donc c'est pour ça qu'on conseille aussi de se donner pour chacune des actions finalement qu'on va mettre en place dans le plan d'action, de se donner en fait toutes ces lignes directrices avec un objectif, un temps limité, un temps à atteindre, un délai de réalisation de la tâche, de l'action à mettre en place. Voilà pour la méthode de SMART.
La deuxième étape, ça va être définir le portrait de la clientèle cible, donc identifier les parties prenantes stratégiques. Donc là, je vous ai remis la définition des parties prenantes selon la norme ISO 26000 qui date de 2010. Voilà, donc juste pour vous remettre en tête, si vous ne saviez pas déjà ce que sont les parties prenantes, ce sont des individus, groupes d'individus ou organisations qui ont un impact sur les activités, les produits et les services d'une organisation ou d'une entreprise et qui peuvent être affectés par elle, donc, et inversement. Voilà, donc par exemple, pour une entreprise qui fabrique, une entreprise agroalimentaire, en général, les parties prenantes principales, alors on a toujours les salariés qui font partie des parties prenantes internes, qui sont importants. Si une petite structure de 6 salariés demain a une problématique, et on l'a vu pendant le Covid d'ailleurs, où des salariés sont malades ou voilà, sont absents, ça peut être très problématique derrière sur plusieurs aspects. Donc là, ce sont les parties prenantes importantes. Et après, on va retrouver les fournisseurs, les clients, les médias peuvent être des parties prenantes importantes. Voilà, suivant l'activité, on retrouve à peu près les mêmes catégories, mais qui sont plus ou moins importantes en fonction de l'activité, de la taille de la structure. Donc, on conseille toujours à l'entreprise de lister, alors de faire une analyse idéalement des parties prenantes, mais sans aller jusqu'à l'analyse des parties prenantes, à minima de se faire un listing de ces parties prenantes prioritaires et de vérifier quel type de relation elle a avec celle-ci, pour voir s'il n'y a pas des éléments d'amélioration à apporter. Donc, à ce titre, les parties prenantes peuvent participer à la vie économique de l'entreprise, effectivement. Voilà, c'est ce que je viens de vous expliquer. Le salarié, les clients, les fournisseurs, les actionnaires, effectivement aussi, sont importants. Elles peuvent observer ou influencer son comportement en interne et en externe. Donc, ça peut être des syndicats, des ONG, voilà. Elles peuvent affecter directement ou indirectement, être affectées, pardon, par ces activités. De façon positive ou négative, hein, suivant où on est positionné aussi. Voilà, il peut y avoir des liens avec les communautés locales, les collectivités locales, etc., qui peuvent être dans un bon sens comme plutôt dans un sens plutôt négatif. Donc, c'est pour ça que c'est important de s'interroger sur quelles sont mes relations avec mes parties prenantes, quelles qu'elles soient, internes ou externes, et qu'est-ce que je peux améliorer finalement dans ces relations-là. Donc, sont un élément essentiel de la RSE et les entreprises qui pratiquent la RSE, effectivement, s'engagent à être transparentes. Donc, c'est là qu'on retrouve la notion de transparence et c'est un des principes de la RSE, d'ailleurs, la notion de transparence, envers leurs parties prenantes et à les associer à leur création de valeur. Alors, les associer à leur création de valeur, ça, c'est en théorie, c'est idéalement. En pratique, ça ne se fait pas toujours comme ça. Mais en tout cas, dans une idée de démarche proactive, effectivement, on incite les entreprises à aller chercher les parties prenantes avec qui elles peuvent effectivement trouver des opportunités importantes. Donc, c'est dans l'idéal, ça. Voilà, les principales parties prenantes, je vous les ai décrites. Ça, c'était pour vous donner des exemples. Je pense que ça, c'est plus clair si ce n'était pas déjà le cas. Donc, je ne vais pas passer là-dessus trop de temps. L'étape numéro 3, c'est définir les lignes directrices de la responsabilité. Donc, qui communique quoi, évidemment. Donc, voilà, rédiger une charte de communication responsable à destination des communicants internes ou externes. Alors, c'est une possibilité, ce n'est pas forcément une obligation, mais ça peut être, on va dire, une bonne pratique. Mettre en œuvre un processus de validation éthique de la communication en interne, ça aussi, c'est pas si évident, mais c'est une bonne pratique aussi qui peut se mettre en place. Former les porte-paroles, experts, managers, ambassadeurs, pour qu'ils relaient les messages clés, les bonnes pratiques d'une communication responsable. Alors, oui, à titre d'exemple aussi, j'étais la semaine dernière dans une petite structure qui fabrique des produits agroalimentaires dans le Var et qui justement m'avait demandé, sur l'accompagnement que j'ai fait, de sensibiliser l'ensemble de ses salariés, donc ils sont 6 ou 7, hein, donc c'est une très petite entreprise, sur les enjeux RSE et sur l'intérêt, les bénéfices d'une démarche RSE pour eux, en fait, en interne. Et dans les échanges qu'on a eus avec l'équipe, qui la plupart ne savaient pas ce que c'était la RSE, ils en avaient entendu parler, mais ils avaient du mal à le définir. Au bout de 3/4 d'heure de discussion et sensibilisation, effectivement, la dirigeante leur a dit que c'était important aussi pour elle de les sensibiliser, de les informer
parce que eux, finalement, sont les meilleurs ambassadeurs des produits qu'ils vendent, puisqu'ils travaillent dans cette structure, et que s'ils savent bien parler de ce qu'ils font en interne, et notamment du volet responsable, ils pourront justement mieux en parler à l'extérieur. Et donc, c'était très intéressant parce que la plupart des salariés disaient, ah ben oui, moi j'ai dit qu'on avait... qu'on mettait X actions en place, donc des actions, des bonnes pratiques finalement, qu'ils ont déjà mises en place en interne. Mais en fait, j'aimerais bien connaître plus et je ne sais pas trop identifier les bonnes pratiques RSE finalement, puisqu'ils avaient identifié sur l'environnement, c'est assez facile, mais après sur d'autres sujets, voilà, ils ne savaient pas vraiment dire. Donc, c'était très riche en fait d'avoir fait cette petite sensibilisation en interne. Et l'idée là, c'est de leur dire continuez à avoir ce temps d'échange, même si c'est sur un temps de cours régulièrement, pour pouvoir les informer de ce que vous faites de bien, parce qu'ils n'ont pas en tête tout ce que vous faites en matière de RSE, et que eux puissent en parler à l'extérieur aussi pour pouvoir, toujours pareil, porter la bonne parole en externe. Mais encore une fois, avec des éléments qui sont vrais, en tout cas, réels, et puis aussi qui sont justifiables. Voilà, exemple de ligne de responsabilité, là, on avait pris quelques exemples voilà, d'acteurs d'une entreprise, avec direction, responsable communication ou chargé de communication, responsable de service aussi, qui sont des acteurs importants, les équipes, ou des agences de communication extérieure, parce que souvent les petites structures s'appuient sur des agences externes, elles n'ont pas forcément une personne en interne qui s'occupe de ça. Donc là, les responsabilités, voilà, en tout cas les lignes de responsabilité qui peuvent être définies, voilà, ça va être de dire la direction définit et valide la mission, les valeurs, les éléments de langage, les objectifs de communication interne et externe, il manque un mot. Donc ça, c'est important. Et pour revenir à l'exemple que je viens de vous décrire, effectivement, justement, la direction de cette structure, on a initié ensemble la définition des valeurs, de leurs valeurs. Et l'idée, c'est de dire, écrivez-le voilà, dans votre politique RSE et expliquez-le à vos salariés. Donc, ils ont commencé à leur en parler. Et l'idéal, c'est aussi de les impliquer dans la définition de ces valeurs pour que ça parle d'autant plus à l'ensemble des entreprises, des salariés. C'est facile pour une petite structure, c'est moins facile quand on est plus gros, mais c'est pas infaisable. Voilà, sur des acteurs comme le responsable communication ou chargé de communication, il va piloter la démarche en interne, il va coordonner les actions, il va peut-être faire le lien aussi entre tous les acteurs internes et externes, il va contrôler, évaluer la véracité finalement des actions. Les responsables de service, eux, ils vont appliquer, s'il y a une charte, ils vont appliquer la charte de communication responsable interne, contribuer au plan d'action. Alors moi, je mettrais plus l'accent là-dessus, finalement, quelque part, quand il y en a un, mais l'idéal, c'est d'en avoir un, même s'il n'est pas énorme, mais voilà, pour pouvoir suivre les actions, c'est beaucoup plus facile de le centraliser dans un fichier. Faire remonter les problématiques éventuelles et vérifier la bonne application de la charte, encore une fois, s'il y en a une. À l'échelle des équipes, les responsabilités vont être d'appliquer effectivement les éléments de la charte, ou en tout cas les éléments qu'on va leur faire passer, contribuer au plan d'action. Donc ça, on l'a bien expliqué aussi pour vous faire comprendre. Dans l'exemple de l'entreprise que j'accompagne là, on a aussi parlé du fait qu'on avait mis en place, commencé à initier un plan d'action qui va être finalisé dans les semaines ou les mois à venir par la direction et qui va leur être partagé et qu'ils vont forcément être acteurs de la mise en place de ces actions, chacun à leur échelle. C'est important aussi de leur expliquer ça parce que sinon, derrière, ils ne vont pas comprendre pourquoi on va leur demander de faire attention à la consommation d'eau qu'ils utilisent lorsqu'ils nettoient les ateliers de fabrication. Là, ils comprennent tout de suite mieux qu'il y a un intérêt à la fois écologique, mais aussi économique. Donc, ça répond à plusieurs piliers du développement durable et ça leur permet aussi de mieux s'y retrouver et d'être motivés pour continuer à mettre en place d'autres actions. Ils font remonter les problématiques aussi éventuelles à la direction. Et puis, pour les acteurs que peuvent être les agences de communication externe, eux vont être aussi, leur rôle va être d'appliquer le cahier des charges de la structure ou la charte de communication responsable s'il y en a une. Voilà, bon, c'est des petits exemples, mais ce n'est pas du tout exhaustif. Ensuite, l'étape suivante, ça va être définir les canaux et les médias de communication. Alors là aussi, c'est pas exhaustif, on en avait listé quelques-uns.
L'exercice qui peut être pertinent à faire avec une structure qui se lance dans la communication responsable est de dire, ben voilà, identifier les vôtres sans leur donner ces listes-là prédéfinies. Et ensuite, on peut les aider à compléter. C'est toujours plus pertinent si on part de leur exemple concret. Donc, ça peut être communication média ou communication hors média. Donc, bah là, effectivement, alors bon, la télévision, la radio, c'est plutôt pour des structures qui ont des budgets suffisants. C'est pas forcément le cas pour tout le monde. Ça peut être de la presse, hein, écrite, voilà, hebdomadaire, mensuelle, les revues spécialisées, communiqués de presse. Alors, ça peut être aussi des newsletters internes. Donc, on en parle souvent avec les entreprises. Certaines en ont, mais les petites structures en ont pas. Alors, sans parler de newsletters, ce qu'on avait émis comme idée, c'est de dire, ben voilà, peut-être qu'avec les bulletins de salaire, vous pouvez joindre une petite page qui communique sur des actions que vous avez mises en place ou alors des salariés qui pourraient avoir des idées d'amélioration de certaines pratiques responsables, que ce soit sur l'environnement, le social, etc. Et vous les mettez en avant et vous les joignez au bulletin de salaire. Alors, si on est tout petit, on en parle dans les réunions, mais ça peut être aussi une façon écrite de sceller et de faire passer des messages aussi en interne d'une autre façon. Voilà, il peut y avoir l'affichage, le cinéma, voilà, spot publicitaire, les sites internet. Alors ça, c'est le support premier, j'ai envie de dire, hein, pour communiquer. Les réseaux sociaux, voilà, avec la petite entreprise dont je vous parle, la dirigeante a dit, moi, je suis pas trop réseaux sociaux, je sais pas trop comment communiquer, c'est pas si évident. Donc, après, l'idée, ça peut être de dire, vous pouvez démarrer par quelques posts, pas forcément tous les jours, mais voilà, pour dire ce que vous faites, qui vous paraît avoir du sens de communiquer en externe, dans l'idée toujours de motiver et de montrer l'exemple quelque part, et puis aussi de valoriser ce que vous faites, puisque vous le faites bien, vous ne le faites pas savoir, c'est dommage. Mais quand vous serez prêt et que vous aurez les preuves nécessaires, ensuite, si jamais derrière on vient vous titiller sur la véracité de ce que vous dites. Donc là, l'idée, ça peut être aussi de dire si vous n'êtes pas à l'aise, vous, en interne, que vous n'avez pas une personne en particulier qui est capable de faire ça ou qui se sent de le faire, vous pouvez prendre un stagiaire, voilà, pendant X mois qui va vous aider à structurer un peu ça, à lancer certains réseaux sociaux et puis après, vous pouvez le suivre derrière en interne ou faire de la formation. Voilà, il y a plusieurs après déclinaisons possibles. Ensuite, au niveau de la communication hors média, il peut y avoir effectivement des actions qui sont plutôt des bonnes pratiques sur le volet sociétal, que sont le sponsoring, le mécénat. Donc ça aussi, souvent les entreprises ne voient pas quand on les interroge sur leurs actions en matière de sociétal. Mais après, vous disent, mais si, en fait, on fait du don à des associations locales ou en fait, on aide l'association sportive du village parce que pour X raisons, et ben, ça rentre complètement dans le sponsoring, le mécénat. Donc, on leur dit, là, vous voyez, vous avez des bonnes actions à valoriser. Ah, ben, on ne pensait pas. Donc, et qui nous, par exemple, la petite entreprise me disait, chaque année, elle dédie un petit budget. Alors, je crois que ça va être de l'ordre autour de 1 000 €. Donc, pour une petite structure, ce n'est pas négligeable pour justement soutenir des associations locales. Donc, on dit, ça, c'est une bonne pratique. Alors, voilà, donc ça, il faut le mettre en avant, quoi. Voilà, vous avez d'autres exemples, objets publicitaires, street marketing, relations publiques, communication événementielle, etc. Donc ça, ce sont des exemples. Ensuite, l'étape d'après, c'est formaliser sa stratégie. Alors, mettre en lien les étapes précédentes en formalisant un document partagé et interne. L'idéal, c'est de bien définir qui, quoi, quand, comment, le fameux QQO-QCP, que certains connaissent peut-être, et les indicateurs de mesure qu'on va voir après. Donc ça, c'est bien de pouvoir se poser et d'y réfléchir, de l'écrire quelque part, ou en tout cas de l'avoir en tête, pour pouvoir ensuite dérouler toute la stratégie qu'on aura formalisée. Alors, l'étape d'après, c'est la construction du plan de communication. Donc, alors là, c'est un exemple de plan qu'on avait dû faire nous-mêmes avec ma collègue quand on avait fait cette formation-là. Il y en a un autre derrière. Donc, voilà, ça peut prendre tel type de colonne dans ce tableau où on va avoir un objectif. Alors, par exemple, faire connaître la démarche RSE. La cible, ça peut être les clients, les fournisseurs, les collaborateurs. Le message, il faut le définir. Le support, ça peut être une charte, un rapport RSE, une politique RSE. Le canal de diffusion, voilà, le définir. Est-ce que c'est par le site internet, les réseaux sociaux, l'intranet, de l'affichage en interne pour les équipes? Une date, effectivement, à partir de jusqu'à quand on se donne
pour mettre en place cette action-là. Et puis un indicateur, alors là, il y en a plusieurs exemples, nombre de communications, retombées clients, baromètre de motivation des salariés. Voilà, ça peut être des indicateurs à mettre en place en interne. Et puis après, l'idéal, c'est aussi de mesurer effectivement les résultats. Non seulement les indicateurs, mais aussi les résultats, est-ce que c'est positif ou pas, pour qu'on puisse voir comment améliorer cette action-là. Donc ça, c'est un exemple, hein. Moi, je vous avais pris aussi ici, je l'avais extrait, je pense, pareil, de documents ADEME. Là aussi, avant d'élaborer son plan de communication, il faut se poser des bonnes questions. On a pu peut-être voir tout à l'heure. Donc, s'interroger sur ce qu'on cherche à atteindre en communiquant. Donc, quels sont mes objectifs? Ça, c'est la première des questions. Quel est le contenu souhaité de mon action de communication? Quelles sont mes cibles? Effectivement, ça, c'est important pour savoir ensuite quel canal on va utiliser en fonction des cibles qu'on souhaite atteindre. Quels sont les supports? Bon, voilà, ça, c'est la question d'après qu'on vient de voir. À quelle fréquence on communique aussi? Ça, c'est important de se poser la question et de le formaliser. Quels émetteurs de l'information? Alors, qui va s'en charger, effectivement, quand on n'a pas de service dédié? Et quels indicateurs d'efficacité de ma politique de communication? Ça, c'est important. Donc là, voilà, il y avait exercices pratiques qu'on peut faire aux entreprises. Voilà, bon, c'est un peu le même type de tableau que vous avez vu juste avant, mais voilà, il peut y avoir un destinataire de l'information, objectif de l'information, support, fréquence, émetteur, indicateur. Ça rejoint ce que je vous ai dit avant. Bon, voilà, un peu de présenter de manière différente. Donc ça, c'est important effectivement de démarrer de ça pour ensuite savoir ce qu'on va communiquer. Alors, les critères requis pour une communication responsable, en fait, on va un peu revoir ce qu'on a vu déjà précédemment, mais voilà, ça permet de revenir sur des éléments et des notions importantes. Donc, les enjeux, ils vont être ici, hein, les principaux. Le message, donc verbal ou visuel. Alors, effectivement, ça peut être du texte, ça peut être des images, hein. Vous avez vu dans les exemples qu'on a vus tout à l'heure que ça peut se travailler de différentes formes. Doit être clair, sincère, compréhensible et précis. Donc ça, on l'a déjà vu. Donc on le repose ici. C'est-à-dire directement compréhensible, sans besoin de connaissances spécifiques ni ambiguës. Donc là, effectivement, il y a un travail quand même en amont à faire en se posant toutes les questions qu'on vient de voir au préalable. Les informations doivent être complètes, équilibrées, actualisées, accessibles. Donc ça, effectivement, c'est pour ça qu'on dit que la communication, ça intervient forcément en dernier maillon de la chaîne, parce qu'on aura au préalable réfléchi à toute la structuration et la formalisation d'une démarche, hein, qu'elle soit environnementale ou plus largement RSE. En tout cas, voilà, c'est important pour moi, dans le vrai sens d'une démarche responsable. L'idéal, c'est d'arriver en dernier sur la communication, puisqu'on aura déjà mis en place des actions, qu'on aura des éléments de preuve par des indicateurs et qu'on pourra les justifier facilement. Ceci dit, il y a des entreprises qui sont dans des exigences clients ou dans des obligations autres qui rentrent par la clé de la communication en disant, voilà, nous, on va devoir obtenir un label. Donc ça, c'est l'élément clé, c'est la communication, qui leur permet ensuite de se structurer pour arriver jusqu'au label. Donc ça va les obliger à le prendre à l'envers finalement. La clé d'entrée, c'est la communication par le label, mais ça va les obliger à passer par toute la phase de formalisation qu'on vient de voir en amont. Donc de toute manière, on va arriver dans tous les cas à ce que la communication arrive en dernier maillon de la chaîne pour pouvoir communiquer, valoriser les actions qu'on aura mis en place. Donc, un autre enjeu, c'est le bénéfice environnemental invoqué par le message doit pouvoir être objectivement évalué et justifié. Bon, c'est ce qu'on a vu aussi, par des éléments alors, scientifiques, le cas échéant, en tout cas des éléments qui peuvent être prouvés. Le message doit être fidèle et proportionnel aussi à l'ampleur des actions de l'annonceur en matière de développement durable ou aux propriétés du produit en cause. Enjeu issu du dialogue avec les parties prenantes aussi, on avait mis certains exemples dans cette formation qu'on avait faite. Donc, influence sociétale des messages, vigilance sur les produits, services et sujets à promouvoir. Ce sont des éléments qu'on a déjà un peu vus. Cohérence, véracité, proportionnalité, clarté des messages, information vérifiable, on voit. Loyauté et transparence sur les relations entre les différents acteurs. Voilà, il y a aussi des notions qui arrivent sur la loyauté.
conditions de travail, rémunération, accompagnement des carrières, impact des supports de communication, petite faute, protection des données, indicateurs de pilotage de l'organisation. Voilà, ça, ce sont des exemples d'enjeux qui peuvent émaner du dialogue avec les parties prenantes. Ici, alors pour celles et ceux qui sont dans une démarche structurée et qui sont, bon ça c'est plutôt pour des grandes entreprises, j'en ai déjà vu qui dans leur rapport RSE communiquent sur les objectifs de développement durable. Alors là, je vous donne juste cette notion sans vous en parler, c'est pas l'objet de ce webinaire, mais voilà, il existe 17 objectifs de développement durable qu'on peut trouver sur Internet. Dans le cadre de l'agenda 2030. Donc là, voilà, il y en a 17, mais c'est très vaste. Et voilà, pour une petite structure, il y en a des petites structures qui m'ont déjà interrogé sur est-ce qu'il faut qu'on communique sur les 17 ODD. Bon, pour une petite structure, c'est compliqué quand même. Surtout que derrière, si vous parlez de ça, on s'attend quelque part. J'ai déjà fait la remarque à une structure qui avait mis ça dans son rapport, où je leur avais dit on ne comprend pas bien en fait pourquoi vous avez mis ça, parce que moi, je lis votre rapport, j'ai l'impression que comme vous avez mis les objectifs de développement durable, vous répondez à chacun des objectifs. Et si c'est le cas, je préconise que vous repreniez les 17 et que vous disiez derrière chacun quelle action concrète vous permet de répondre à cet ODD, ce qui n'est pas si évident parce que c'est très large et ça nécessite quand même de travailler sur des indicateurs qui sont assez lourds pour une petite structure, encore une fois, mais bon, pas impossible, hein. Voilà, vous voyez que c'est quand même des enjeux qui sont plus larges qu'à l'échelle d'une simple entreprise. Donc attention à ces ODD, mais ils existent, donc on peut s'appuyer dessus, pas forcément sur les 17, mais il y en a peut-être qui parlent plus que d'autres, où vous vous dites, ben tiens, je peux aller voir sur le site de l'agenda 2030, là où vous allez retrouver tous les objectifs. En cliquant sur chacun des objectifs, il y a une liste d'indicateurs, je crois, nationaux et internationaux, même, je pense, européens, que vous pouvez aller consulter, qui vous donnent une idée de, tiens, ah oui, ça, je l'ai déjà mesuré, donc je peux peut-être le valoriser. Ou alors, ça vous donne peut-être une idée de ça, c'est mesurable, je ne l'ai pas encore fait, mais c'est pertinent pour moi de pouvoir le suivre et le communiquer ensuite. Voilà, réfléchir aux bons indicateurs, hein, c'est un peu ce que je vous dis, tout n'est pas forcément pertinent. J'ai déjà vu des structures qui avaient une liste d'indicateurs gigantesque et dont ils ne se servaient pas que d'un tiers justement de ces indicateurs en interne. Alors je mesure, on a des indicateurs de pilotage et des indicateurs de suivi et pas tous ne sont forcément pertinents à communiquer derrière non plus. Donc là, l'idée, c'est de dire, voilà, quand vous faites votre liste d'indicateurs, vous allez avoir ceux qui vont vous permettre de piloter votre activité. Une partie d'entre eux peuvent être valorisables, parce que c'est intelligent de pouvoir en communiquer en externe, mais pas forcément tous. Donc là, c'est là qu'on revient à la stratégie, qu'on revient aux objectifs et voilà, à la stratégie finalement responsable de l'entreprise. Déterminer les éléments de suivi adaptés à son activité, son projet, afin de pouvoir montrer l'avancement. Bon, on l'a déjà un peu vu aussi. Voilà, alors là, j'arrive sur la notion de greenwashing que j'aurais pu vous mettre bien plus haut. Voilà, je vous l'ai mise ici, ça arrive un peu tardivement, mais le greenwashing, effectivement, ou ça s'appelle aussi éco-blanchiment en français. Donc, c'est un procédé de marketing ou de relations publiques utilisé pour une organisation dans le but de donner une image écologique trompeuse. Alors, je vous ai mis, je crois, un ou deux exemples après. Donc, attention au greenwashing. Ça, c'est vrai que c'est toujours difficile pour une entreprise d'appréhender ce thème-là. Mais voilà, c'est une pratique qui est utilisée dans le but de manipuler l'opinion publique à des fins économiques. Et derrière, on peut vous tomber dessus, certaines organisations, des associations de consommateurs. Derrière, ça peut être des amendes et puis surtout une image de marque de votre entreprise qui va être pénalisée. Donc, le greenwashing utilise les outils de communication qui nous font croire que l'entreprise est dans une démarche de développement durable et de protection de l'environnement. Donc, il faut vraiment faire attention à ce qu'on va communiquer, de ne pas tomber dans ce système-là. Et on entend parler du social washing. Alors, ça consiste à masquer les mauvaises pratiques managériales, internes ou de mauvaises conditions de travail derrière des services aux salariés.
Donc, attention aussi à ces notions-là qui peuvent être trompeuses et qui peuvent faire du tort à l'entreprise qui tomberait dans ces idées-là. Donc, comment identifier le greenwashing ou le social washing? Bon, alors là, je vous ai mis un exemple. Donc, enfin, c'est pas un exemple, c'est les 9 signes qui ne trompent pas. Donc, un vrai mensonge, une promesse disproportionnée. On avait vu la notion de disproportionné, des mots vagues. Il ne faut pas être trop vague, effectivement. Protection de la planète, c'est très vague, donc on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc, voilà, des informations insuffisantes, une image trop suggestive, un faux label, ça peut arriver aussi, une mise en avant hors sujet, des preuves inexistantes et une fausse exclusivité. Donc tout ça, il faut faire attention en fait à ces signes-là pour pas tomber dans le greenwashing. Alors, exemple, voilà, alors je vous ai mis ça, je crois que c'est ici. Le mensonge frontal, alors là, c'était l'exemple de Volvic, toujours, hein, décidément, on est toujours sur cet exemple-là, avec la bouteille d'origine végétale. Alors, la marque Volvic, qui appartient à l'entreprise à mission Danone, a affirmé qu'une de ces bouteilles était en plastique d'origine végétale. Alors, le hic, donc ça a été mis en avant en 2019 hein, par l'ADEME, voilà, dans un bilan qu'elle avait fait avec la RPP, qui disait que le hic, c'était que seulement 20% de la bouteille l'était réellement à ce moment-là. De plus, les ingrédients chimiques de la molécule issue du végétal sont exactement les mêmes que ceux du plastique habituellement utilisé. Donc, juste pour dire, le petit rappel, c'est que le plastique reste du pétrole. Donc voilà, ça, attention effectivement à ce type de greenwashing, puisque en fait, on peut tromper totalement le consommateur derrière. Là, je vous ai mis effectivement, c'est ma collègue qui m'avait informé de l'existence de ce prix-là que je ne connaissais pas, alors qui existe depuis un certain temps, donc depuis 2008, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est les prix Pinocchio qui sont attribués par vote électronique par des internautes sur la base d'une liste d'entreprises sélectionnées par les Amis de la Terre en partenariat avec la Confédération paysanne. Donc, ça existe encore, hein, je crois. Donc là, le prix Pinocchio 2020, par exemple, ça dénonçait le greenwashing de certaines entreprises du secteur agroalimentaire, notamment Lactalis. Donc là, je vous ai pris l'exemple de Lactalis et Bigard, qui étaient en ligne de mire. Donc où là, on avait Lactalis, qui était le groupe laitier, hein, que vous connaissez probablement, voilà, dans la catégorie se faire du blé avec les produits laitiers. Donc l'ONG met en avant le décalage entre ces publicités qui sont basées sur des notions de terroir et les scandales sanitaires et environnementaux dans lesquels l'entreprise a été impliquée. Une de ces filiales a par exemple été condamnée en 2019 pour la pollution d'une rivière en Bretagne. Donc effectivement, voilà, là, ils ont été dénoncés pour avoir fait du greenwashing à cette époque-là. Pareil pour Bigard, alors je ne sais plus en quelle année c'était, donc le groupe français spécialisé dans la viande, hein, donc Bigard, pour la face cachée de ton steak. Donc l'ONG reproche enfin à Bigard de chercher à maximiser sa compétitivité en concentrant l'abattage, en incitant à un élevage industriel intensif et en menant la guerre au prix bas. Donc voilà, ça, ce sont des entreprises qui ont été pointées du doigt dans le cadre de ce prix-là. Donc je vous ai mis le lien là, si vous voulez aller voir pour voir les autres exemples. Donc voilà, encore une fois, ça peut mettre à mal effectivement l'activité. Donc on a plutôt intérêt à prôner des actions responsables et des vraies actions responsables. Alors ensuite, quels outils et supports peut-on utiliser? On a un peu vu, mais voilà, là, vous avez des exemples sur de la communication qu'on peut sectoriser en partie corporate ou institutionnelle, en communication plutôt tournée sur les produits ou communication interne. Donc là, c'est d'autres exemples que ceux que j'ai pu vous donner. Donc sur la communication institutionnelle, ben voilà, effectivement, on a parlé un petit peu, on a évoqué charte politique RSE, charte d'achat responsable, rapport RSE, des vidéos sur les réseaux sociaux, des participations à des événements, des actions pédagogiques, à la publicité. On a vu tout ça. Sur la partie produit, ça peut être fiche produit qui intègre la notion de RSE, du marketing produit, la mise en place d'un étiquetage nutritionnel, la mise en avant des labels, des éco-profits, alors l'affichage environnemental, c'est un autre sujet qu'on évoquera plus tard, si vous le souhaitez, ou des autodéclarations.
Et puis après, sur la partie interne, voilà, on peut avoir tous ces exemples d'outils de support à utiliser, donc le livret d'accueil, une charte éthique s'il y en a, des ateliers participatifs, des journées thématiques, des groupes de travail, des challenges aussi. J'ai vu quelques entreprises qui se lancent dans des challenges, alors ils n'appellent pas ça challenge RSE, c'est plutôt sur des actions précises, ça va être sur l'environnement, donc sur la réduction par exemple du gaspillage, des déchets, de la consommation d'eau, d'électricité, pour motiver aussi les salariés à aller dans des démarches un peu plus responsables, justement. Donc ça commence à se faire un petit peu. C'est plutôt ludique et voilà, ça passe bien auprès des salariés. Bon, il y a aussi des chartes d'éco-gestes qui peuvent se mettre en place, participation à des événements caritatifs, des blogs, du journal interne, ça on l'a vu. Voilà, ou de l'affichage ou des chaînes YouTube, des quiz, ce genre de choses peuvent être mis en place. Et puis, voilà, l'entreprise peut aussi en trouver d'autres. Donc là, je vous ai mis le guide ADEME dont je vous parlais tout à l'heure, qui parle de communication responsable. Donc là, c'est la dernière version, 2022, qui renvoie à une communication qui consiste à prendre en considération les aspects sociétaux, donc je vous le rappelle, je l'ai déjà dit, et environnementaux, donc c'est important, hein, pour toute forme de communication des entreprises, voilà. Donc, elle s'entend à la fois sur le fond et la forme. Donc, on revient effectivement à ce que disait Ida en préambule. Donc, sur le fond, il s'agit d'une communication qui tend à valoriser les engagements de l'entité qui communique dans les domaines environnementaux et sociaux, enfin sociétaux même, j'ai envie de dire, pas que sociaux, ainsi qu'à responsabiliser les destinataires du message. Donc, voilà, tout type de destinataire. Et puis la communication aussi, elle vise à développer une communication plus écologique et responsable sur la forme. Donc là, effectivement, on peut aussi, je vous l'ai pas trop décrit, mais ça pourrait être l'objet d'autres webinaires ou d'ateliers. On verra ça après avec Claire. Voilà, être des supports de communication éco-conçus. Donc, il y a aussi des guides qui existent pour faire de la communication éco-responsable ou des événements éco-responsables ou d'autres sujets qu'on va voir ensuite avec Claire qui pourraient être traités dans d'autres webinaires. Communication inclusive, etc. Ici, je vous ai mis, qui me paraissait important de vous informer, le guide des allégations environnementales de 2023. Là, on est vraiment sur le volet environnement. Donc là, vous avez le lien, voilà, qui vous donne un certain nombre de définitions de certaines notions sur lesquelles, si vous voulez communiquer, ben voilà, il faut vérifier que vous êtes dedans. Ah, je ne vous ai pas remis, effectivement. Bon, vous pourrez aller voir. Il y a, par exemple, la notion de responsable est définie. Mais ça va rejoindre tout ce qu'on a dit avec les notions clés de concis, précis, voilà, clair, vérifiable, mesurable, etc. Ne pas tromper le consommateur. Donc là, on va quasiment, on s'approche de la fin du webinaire, alors où je vous ai mis quelques identifications d'indicateurs pertinents pour une communication responsable. Alors, j'ai focalisé plus sur les indicateurs environnementaux, puisque dans le cadre du projet NEAM, on est plus sur la partie voilà, efficacité énergétique, donc environnementale. Mais après, il y en a d'autres. Donc voilà, si vous voulez en avoir davantage, on pourra les partager. Donc sur les indicateurs environnementaux, ce n'est pas du tout exhaustif, encore une fois, mais des indicateurs qui peuvent être suivis par une structure. Bah, ça peut être pourcentage de production et de fabrication de produits en France. Ça peut être aussi, nous, on a déjà préconisé à des entreprises de peut-être mesurer pour ceux qui font à la fois du bio et du conventionnel, de dire voilà quel est le pourcentage ou du chiffre d'affaires ou de production de produits bio par rapport à votre activité globale. Ça peut être, si c'est positif et que c'est valorisable, c'est peut être bien de le mesurer et de le communiquer. L'empreinte carbone des salariés, voilà, ça peut être aussi quelque chose qui peut être suivi, de l'entreprise et de ses produits ou services. Le nombre de kilomètres parcourus sur une année, la part de déchets recyclés ou non et les modalités de gestion, ça peut être suivi aussi. La part d'emballage, carton, plastique, la part de recyclage aussi peuvent être mis en avant. Mesures visant à limiter la production des déchets. Alors, ça peut être effectivement, les indicateurs peuvent être aussi bien quantitatifs que qualitatifs. Donc voilà, on peut aussi dire des actions ou des mesures, des initiatives qui visent à limiter la production de déchets. Des mesures qui visent à réduire la pollution numérique des données.
Ça aussi, ça peut être suivi. Alors, c'est pas évident, mais voilà, on a du mal à le mesurer, mais ça peut se faire. Donc, ça peut être aussi quelque chose de suivi. La consommation énergétique, la consommation en eau, en déchets, etc., ça, effectivement, on va dire que c'est plus facile pour toute entreprise de le suivre, même si c'est pas forcément tout le temps le cas. Mais voilà, ça, ce sont des indicateurs, effectivement, qu'on préconise de mesurer pour pouvoir ensuite les intégrer dans les actions et les plans d'action et de communication qu'on a vus précédemment. Vous avez peut-être en tête d'autres exemples qui pourraient alimenter cette liste-là. Alors là, je vous ai mis quelques exemples inspirants de communication responsable. Je ne vais pas tous les décrire puisque Claire, hein, on se donne encore 5 minutes. Oui, on a encore un peu de temps. Ouais. Bon, ça va. J'essaie d'accélérer un peu pour vous donner des exemples. Il y a une partie que je vous laisserai regarder. Alors, j'espère que vous voyez bien. Alors là, c'est l'exemple d'une entreprise qu'on connaît bien qui est dans le Vaucluse, donc qui s'appelle Au Coq Noir et qui communique sur ses engagements RSE, donc voilà, via son site internet. Donc, je vous ai mis aussi le lien vers le site sur les engagements. Vous n'allez pas retrouver ce document tel que, mais peut-être qu'en cherchant, vous allez le retrouver comme ça. Donc là, vous voyez, c'était pour vous montrer sans tout lire les grands engagements sur lesquels elle décide de communiquer. Donc ça veut dire que derrière, elle travaille dessus hein, dans son quotidien. Donc on va retrouver les engagements sur le respect, les intérêts, respecter les intérêts des clients et des consommateurs, qui est important pour eux. Préserver l'environnement, il y a tout un volet sur la partie environnement. Un volet sur agir avec loyauté et responsabilité sur les marchés. Bon, là, c'est tout ce qui concerne le lien avec les fournisseurs, les sous-traitants avec qui ils travaillent. Comment valoriser le capital humain aussi, voilà, ils s'engagent là-dessus, c'est important pour eux, en mettant l'accent sur la formation des salariés. Voilà, qu'est-ce qu'ils mettent en avant pas mal d'éléments, le dialogue social, etc. Le respect des droits fondamentaux de la personne, voilà, qui est aussi important pour eux, l'égalité des chances. Ben, diminuer, s'engager sur la non-discrimination en tout cas. Conjuguer les intérêts de l'entreprise et l'intérêt général. Voilà, ça c'est aussi un engagement fort pour eux, avec un ancrage local assez important. Voilà, donc eux, ils mettent en avant le fait qu'ils sont aussi intégrés sur leur territoire. Et voilà, ils communiquent pas mal et ils se déplacent assez régulièrement. Ensuite, le dernier engagement, c'est sur assurer la transparence du système de décision et de contrôle. Voilà, donc, eux, ils ont décidé de mettre en avant ces 7 engagements. Et derrière, voilà, je pense qu'ils doivent pouvoir, l'idée, c'est qu'ils puissent prouver qu'ils s'engagent sur tous ces engagements-là avec des actions et puis probablement des indicateurs qualitatifs ou quantitatifs, encore une fois, qui peuvent permettre de prouver que ces engagements sont respectés. Alors, un autre exemple d'une entreprise qui n'est pas en région PACA, mais voilà, qui communique, c'est le groupe Bell. Alors là, c'est l'exemple de la charte des achats responsables avec le volet environnement que j'avais extrait. Donc là, voilà, vous avez un peu les grands thèmes sur lesquels ils ont décidé de s'engager et de communiquer. Donc avec voilà, les produits chimiques et dangereux, les eaux usées et déchets solides. Donc derrière, il y a des actions qui sont mises en place, on imagine. Les émissions atmosphériques, la réduction des déchets, l'optimisation du recyclage, la pollution locale, etc. Et puis travailler avec leurs fournisseurs essentiellement. Voilà, ça c'est un autre exemple. Vous pourrez le lire à tête reposée, hein, plus en détail. Ici, je vous ai mis d'autres exemples d'entreprises engagées. Alors là, on est plus, on revient sur globalement, hein, responsabilité sociétale au sens large, pas que environnement, mais l'environnement, encore une fois, fait partie de ces engagements-là. Donc, on a Local en Vocal, Léa Nature, je crois que c'est pas Léa et Nature, Jean-Martin, Haribo. Pour le groupe Bell, on a vu un peu, mais vous avez les liens vers leur site. Malongo aussi qui fait du café. Voilà, donc vous avez, c'est pas exhaustif non plus, c'est des exemples que j'avais trouvés, voilà, que je partage, parce qu'ils communiquent plutôt pas trop mal sur ce qu'ils font en interne.
D'autres références pour une communication responsable, alors des sites internet que vous pouvez aller voir. Encore une fois, c'est pas exhaustif, vous pouvez probablement en trouver d'autres. Avec, là, on va retrouver dans ces listings des exemples de, par exemple, je sais pas si vous voyez ma souris, là, vous avez des labels aussi qui existent, dans le label Lucie, Bicorp aussi, qui est un label, EcoVadis, pareil, qui est un outil d'évaluation. Alors, celui-ci, je sais pas s'il existe encore, Valorise. Voilà, donc là, vous allez trouver un peu des labels et à la fois des sites plus généraux avec les sites écologie.gouv, où là, c'est plus général, voilà, sur ce qu'on peut, comment on peut mettre en pratique une communication responsable finalement. Voilà, là aussi, je vous ai mis une petite biblio, mais je vous ai mis les sources aussi dans chacune des slides. Donc, vous allez retrouver entre cette biblio et les sources, voilà, un certain nombre de documents, pas exhaustifs non plus, mais qui peut vous amener davantage d'informations que ce que je vous ai apporté aujourd'hui sur ce thème de la communication responsable. Voilà, pour ma partie. Claire, je ne sais pas si tu veux reprendre la main. C'est une question un petit peu, voilà. Après, s'il y a des questions aussi Ouais. dans les participants, n'hésitez pas, hein, c'est le moment. Nous, on avait des questions à vous poser, en tout cas. C'était est-ce que vous aviez des sujets liés à la communication responsable que vous souhaiteriez écouter sur une autre session webinaire? Par exemple, le numérique responsable, la communication interne, la communication externe ou d'autres sujets en lien avec cette thématique. N'hésitez pas à prendre la parole ou à nous l'écrire dans le chat. Voilà, si vous êtes intéressé par notre webinaire, sachant que dans le cadre de ce projet, l'objectif, c'est justement qu'on propose 3 nouveaux webinaires en septembre et en octobre. Et donc, c'est un petit peu aussi pour vous sonder directement sur les sujets qui vous intéresseraient le plus. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un veut réagir ou poser une question, n'hésitez pas. Oui, Sandra. Alors, oui, déjà, merci pour cette présentation qui était très claire et intéressante. J'avais une question sur l'état des lieux. Est-ce qu'il existe un état des lieux des entreprises engagées dans la démarche RSE en France? Est-ce qu'on sait à peu près quel pourcentage d'entreprises? Est-ce qu'elles vont jusqu'au bout? Est-ce qu'elles laissent tomber cette démarche? Comment elles se positionnent là-dessus? Et quel secteur d'activité en majorité se lance dans cette démarche RSE? Ah, c'est une très bonne question, Sandra. Merci de l'avoir posée. Alors, j'ai pas d'éléments de réponse à vous donner, mais je pense qu'on doit pouvoir trouver. Alors, je sais pas si on peut trouver globalement en France, peut-être par secteur d'activité, mais j'imagine que par des livres blancs ou des guides de l'ANIA, par exemple, sur le volet D'accord. agroalimentaire, on doit avoir quelques statistiques. Ça doit pouvoir se trouver. Moi, j'ai pas en magasin comme ça, mais on doit pouvoir trouver, mais je suis pas sûre qu'on arrive à trouver globalement. Et de fait, pour pouvoir vous répondre, quel secteur d'activité est plus engagé que d'autres, je ne saurais pas vous dire non plus. Il y a des études qui me donnent des statistiques sur ces sujets-là. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, sur l'agroalimentaire qu'on connaît bien, c'est que la partie, par exemple, je peux dire qu'il y a des régions qui sont plus précurseurs que d'autres. Par exemple, la région Aquitaine, puisque ça a été un des premiers à travailler sur ces notions de RSE depuis les années, on va dire, juste avant que la norme ISO 26000 sorte. À partir de 2005, ils ont commencé à travailler là-dessus. Et plutôt au niveau de les coopératives agricoles, donc plutôt amont agricole. Mais après, ils ont sorti des tas d'outils qui étaient avec du diagnostic, des échanges de pratiques pour l'amont agricole et pour la transformation agroalimentaire aussi. Et après, voilà, ça c'est ce que je peux dire de retour d'expérience que j'ai depuis le temps qu'on travaille sur le sujet. Sur les autres secteurs d'activité, je ne saurais pas dire, d'autant qu'alors il faut faire attention entre
les grosses structures qui vont forcément communiquer sur leur engagement parce qu'elles ont des obligations de reporting extra-financier, comme on a vu. Mais c'est pas tout le monde, c'est quand même une minorité. Mais malgré tout, voilà, c'est elles que vous allez trouver sur Internet si vous cherchez des éléments d'information. Alors, elles communiquent, encore une fois, faut-il vérifier qu'une partie de ce qu'elles communiquent n'est pas du greenwashing. C'est Ça ça. ne doit pas l'être, mais ça l'est parfois. On a vu des exemples. Donc voilà, il faut faire attention toujours avec ce qu'on trouve sur Internet. Une partie des éléments qui sont là, issus du dossier ADEME, du cours ADEME, bon, je pense qu'ils ont dû aller regarder un petit peu de plus près, voilà, si c'est vérifiable ou pas. En tout cas, les exemples agroalimentaires de structures dont je vous ai parlé, moi, pas forcément décrites dans les slides, c'est des retours d'expérience que j'ai directement. Donc voilà, ça je peux vous dire que c'est vrai, mais souvent ces entreprises-là ne communiquent pas. Donc par contre, elles ont une vraie démarche engagée. Voilà, ça répond pas tout à fait, mais en partie. Je ne sais pas si Claire, tu as des éléments à ajouter par rapport à ça. Juste un point, je vois dans le chat que Solène a publié une étude sur la RSE. Alors, je ne connais pas du tout l'émetteur, c'est Commit, voilà, mais peut-être ça peut vous donner des éléments de réponse, Sandra. Une autre piste pour retrouver peut-être des statistiques, c'est vers BPI, je sais qu'ils sont pas mal les dirigeants d'entreprise qui publient des statistiques un petit peu sur les réponses. Dernièrement, il y en a une sur l'adaptation. Je sais qu'il y en a sur la transition environnementale et l'engagement des entreprises. Est-ce qu'ils ont traité le sujet de la RSE plus largement? Je ne pourrais pas vous dire, mais en tout cas, s'ils l'ont fait, vous pouvez trouver les réponses en ligne. OK. Bon, ben, je peut-être- regarderai. Merci. Peut-être sur le site de l'ADEME aussi. Alors, j'ai pas connaissance directement, mais possible. Voilà, tous ces organismes, effectivement, qui sont importants et incontournables en France, effectivement, il est possible qu'ils aient mis en place des études, faire des recoupements entre les différentes études et pour aller trouver les informations. OK, je vous remercie. Sinon, en termes de communication à venir, le numérique responsable, ça me parle bien. OK, merci Parfait. beaucoup, Sandra. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires, besoins exprimés sur ce sujet? Aurore, allez-y. Oui, Je vois que vous avez- ben, je voulais vous féliciter pour votre présentation. C'était très clair et vraiment très, très intéressant, vraiment passionnant. Voilà, j'ai appris beaucoup de choses. J'avais un petit peu entendu parler, mais là, vous avez bien détaillé avec des exemples. C'était vraiment très, très utile. Et moi, tous les sujets que vous proposez là, tout m'intéresse. Donc, vous pouvez m'inviter, il n'y a pas de souci. Très bien, merci, c'est noté. Merci à vous. Merci, Aurore. Je vois que donc, Véronique nous a rejoint en cours de présentation, qui nous remercie dans le chat. Véronique, si vous avez une question ou voilà, Non, moi, un j'ai avis trouvé sur que les c'est- sujets, n'hésitez pas. Oui, Oui, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Alors, j'ai malheureusement raté le début, hein, je suis vraiment désolée. Et vous parliez de l'Aquitaine. En fait, moi, je suis expert 3D en Nouvelle-Aquitaine, justement. Ah, ben voilà. Donc, j'utilise l'outil diagnostic 3D de Coff de France. Oui. Voilà. Donc, et je trouvais que c'était intéressant de croiser un petit peu, voilà, avec votre présentation et c'était intéressant. Merci beaucoup. Oui, donc je pense que vous pouvez confirmer que vous êtes précurseur un peu. Alors Alors, moi, vous je suis m'appelez de d'entrée. l'Aix-Limousin, donc on a raccroché le wagon un peu Ah, après, oui, mais, d'accord. mais je fais déjà depuis maintenant 4 ans les diacs 3D. Ok. Mm. Alors, juste pour faire un aparté sur les diacs 3D, pour Solène, Sandra et Aurore, donc Pardon. effectivement, ça veut dire destination de développement durable. Donc, c'est un outil, on va dire, si on peut l'appeler comme ça, un pack qui a été proposé depuis 2005, si je ne me trompe pas, Véronique. Oui, c'est à peu près ça, oui. Oui, oui. Ouais, à l'ensemble des coopératives et entreprises agroalimentaires au national. Donc, c'est Aquitaine qui a été précurseur et qui l'a créé avec AFNOR en 2005. Mhm. Et après, ils ont essaimé dans chaque région de France. Moi aussi, je suis expert 3D, du coup. J'avais raccroché les wagons en 2011, pas tout de suite, mais un peu après. Mhm. Donc, nous, en région sud, c'est difficile comme outil à prôner parce que c'est quand même du diagnostic avec un plan d'action qui est assez lourd. On a 2 jours de diagnostic à 2 experts. En tout cas, c'est notre modèle économique en région sud. Oui, Et c'est en pareil fait, aussi. Mm. ouais, ça coûte cher.
pour nos entreprises. Donc, s'il n'y a pas de, on va dire, de financement derrière de la part du conseil régional ou autre, ou de l'ADEME, par exemple, c'est compliqué pour nos entreprises de se lancer. On a la première année qu'on l'avait lancé, on était financé justement par la région et l'ADEME. Donc, on a eu 7, je crois, entreprises qui s'étaient inscrites, qui est constitué un collectif. Mais voilà, depuis, on l'a plus trop utilisé. Mais en tout cas, ça reste un outil d'évaluation, de démarche, voilà, de diagnostic pour se lancer dans une démarche de responsabilité sociétale des entreprises. Oui, c'est vrai que nous, on a la chance d'avoir toujours un financement de la région Nouvelle-Aquitaine et c'est une éco-socio-conditionnalité. Donc, c'est pour ça que Ouais. ça poursuit et que maintenant, même, ils ont créé, pour les entreprises un peu plus matures, le parcours 3D évolution, qui est la D'accord. suite du diagnostic 3D. Et oui, Mais qui a c'est du grâce à sens. la région et à l'incitation, parce qu'effectivement, c'est un coût. Et derrière, il y a quand même aussi beaucoup de travail pour l'entreprise si elle, voilà, si elle s'engage dans cette démarche. Donc, ben, c'est pour ça que ça fonctionne bien en Aquitaine, en Nouvelle-Aquitaine, grâce à la région. Oui, exactement. Et puis peut-être à la typologie des structures aussi, qui sont peut-être historiquement, je ne sais pas, voilà, avec une philosophie différente peut-être d'autres régions, voilà, un peu plus engagées et qui souhaitent aller plus loin, c'est possible aussi. Et voilà, et des tailles d'entreprises peut-être un peu différentes aussi. Mm. Merci Véronique. Oui, merci à vous. Voilà, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. Est-ce que Estelle, tu peux passer à la Oui, diapo complètement. d'après? Il me semble voilà. Il nous reste un webinaire de cette semaine de webinaire qui a été assez intense. Donc, c'est demain matin à 10 h sur les financements privés. Si vous voulez y assister, je vous ai remis dans le chat le lien pour y accéder directement ou si vous avez des difficultés, vous pouvez vous inscrire sur le second lien que je vous ai mis. Je démarre un petit sondage aussi pour avoir votre retour sur ce webinaire. Alors, je sais qu'il y a quelques problèmes sur ces sondages-là. J'ai prévu de vous renvoyer un mail à la fin de la semaine pour que vous puissiez donner votre avis sur l'ensemble des webinaires auxquels vous avez assisté. Voilà, donc si jamais vous n'avez pas réussi, vous aurez cette possibilité-là demain. Voilà, et puis s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de clôturer le webinaire. Merci pour votre participation. Et puis, on reste bien sûr disponible si vous avez des questions sur le sujet. Merci à vous. Bonne fin de journée. Merci à tout le monde. Et puis, on Merci. vous enverra. Du coup, c'est ça, Claire, tu envoies la présentation? J'enverrai la présentation ouais, une fois que j'ai les retours des sondages. Voilà, c'est un peu pour avoir quelques réponses voilà, à ce sondage. Merci à tout le monde. Bonne fin de journée. Mais Claire, peut-être on reste nous toutes les deux. Oui, je vais clôturer l'enregistrement. Merci à tout le monde et bonne fin de journée.